la Tricotime. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Après le live d'hier soir, où nous avons parlé de choses beaucoup plus sérieuses que ce à quoi je m'attendais, aujourd'hui, nous allons à nouveau parler de choses sérieuses avec vous, en compagnie de notre invité d'aujourd'hui. Je vous prie de bien vouloir accueillir le copain Antoine Marie. Comment tu vas, Antoine? C'est un Salut plaisir. Sébastien. C'est un Salut Sébastien, plaisir. bonjour à tous et à toutes, merci pour l'invitation. Et donc, je te présente la Tricotime. La Tricotime, tu sais que je suis uniquement le stagiaire de mon chat, de ma petite chatte Tricotine, qui est donc la responsable, la créatrice de la chaîne YouTube et de la chaîne Twitch. Et donc, puisqu'elle s'appelle Tricotine, les abonnés, ça évidemment s'appelle la Tricotime. Et je te présente donc la Tricotime. On va avoir d'ailleurs une assistance peut-être un petit peu différente, puisque d'habitude j'ai tendance à liver le soir en règle générale, les mardis et les vendredis à partir de 20h30, mais je vous avais dit qu'il y aurait davantage de live maintenant que j'ai décidé de quitter définitivement l'université pour me livrer à 100% à la vulgarisation. J'ai rencontré le jeune homme que j'ai invité l'autre jour aux rencontres de l'esprit critique. Et nous avons immédiatement sympathisé parce qu'il a un discours fort intéressant, il faut dire. Il faut dire que malgré son fort jeune âge, ça n'est pas un perdreau de l'année, comme le montrent les trois lettres qui sont à côté de son nom, Antoine-Marie, PhD. PhD, tu es docteur en sciences politiques, si je ne me trompe, en sciences politiques. Est-ce que je Presque, dis une presque. bêtise? Non, non, mais t'inquiète. Donc ouais, moi je fais partie de ces drôles d'oiseaux qui se baladent un peu entre la psychologie et les sciences sociales. J'ai fait d'abord Sciences Po avec une formation assez classique de philo et de sociologie très française, et puis après j'ai pris un tournant un peu sciences cognitives en faisant une thèse à l'Institut Jean Nico à l'ENS au 29 rue d'Ulm de Paris, où là, j'ai découvert un peu les sciences sociales dites cognitives qui considèrent que voilà, comprendre les mécanismes de l'esprit, c'est très important, comprendre comment la sélection naturelle nous a influencés psychologiquement, c'est très important. Et là, actuellement, je suis postdoc, donc chercheur à Sciences Po, en sciences politiques, mais Au avec quand même un CIVIPOV, pied hein. aussi dans Tu es la aussi, psychologie oui, toujours, tu es aussi au CIVIPOV. CEVIPOV, CIVIPOV, qui est donc le labo de sciences le politiques de labo de Sciences Po. Sciences Po, le labo de Sciences Po. On a commencé très très vite, alors on va y aller lentement, on va y aller lentement, parce qu'il est parti de façon très 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 sérieuse. Peut-être parce que là, tu n'es pas chez Pardon. toi, il y a peut-être un peu de vent, c'est pour ça que tu as pris le vent un petit peu rapidement. J'aime bien poser une question pour permettre à mes invités de se présenter de façon un petit peu moins formelle, en demandant qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis dans l'île d'Oléron, qui est donc une grande et belle île du sud-ouest de la France, à côté de l'île de Ré. Un peu moins bourge, un peu plus bobo, classe moyenne et plus sympa, je trouve. En famille, parce que mes parents ont une maison et ma grand-mère ont une maison ici depuis très longtemps. Et je suis parti en vélo à la médiathèque de Saint-Pierre-d'Oléron, le village central de l'île d'Oléron, pour avancer sur l'écriture de mon bouquin et faire Hmm. quelques mails, parce qu'en fait, je suis pas vraiment en vacances, il fait 35 degrés et je suis en espadrille, mais en fait, je bosse sur l'écriture de mon bouquin. Et j'ai tout un tas de réunions en ligne plus ou moins sérieuses, dont la tienne, qui est sans doute la moins sérieuse de la série, cette semaine. Mais donc voilà, je suis au vert, je mange de la pastèque, je vais à la plage en fin de journée, mais je suis quand même globalement au taf. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Antoine, je vous mets dans le chat le lien vers son site web professionnel. Antoine Marie, sci.com. Vous pouvez découvrir son travail de vulgarisation et également son travail scientifique. La tricotime. Alors, la tricotime, je regarde qui s'est manifesté dans le chat. Ah, nous avons un nouvel invité ou une nouvelle invitée. Salut Kili, comment ça va? C'est un plaisir de te voir et nous saluons Mémoire Morte, le copain Mémoire Morte, qui est un spécialiste des ordinateurs anciens et antédiluviens. Il les ressuscite. Il les ressuscite. On a fait déjà un live ensemble, c'est fort intéressant. Salut Etojim, salut Jack, Cara, comment va Marivonne, qui ai-je oublié également, Disque Monde, voilà. Donc nous sommes 2 heures ensemble à discuter d'un sujet dont nous avons parlé l'autre jour quand on s'est rencontrés à Toulouse et qui m'a absolument passionné, parce que c'est
au-delà de mes compétences, puisque je ne suis qu'un pauvre juriste. Et bien que je m'intéresse depuis bien longtemps au droit constitutionnel, c'est pas ma spécialité, mais en revanche, les sciences politiques, c'est en dehors de mes compétences. T'ai-je raconté que dans tout mon cursus universitaire, j'ai eu un seul cours d'introduction à la vie politique et qui a duré 25 heures en première année. C'est toute ma formation théorique sur le sujet. Est-ce que je t'avais raconté ça, Antoine? Ouais, ouais, tu m'en avais touché deux mots. C'est un peu surprenant parce que en France, la science politique et le droit sont très proches. Oui, oui, Et oui. c'est assez Ouais, intéressant, c'est assez ouais, intriguant ouais, parce que, ouais, tu vois, moi qui ai plutôt une formation côté sciences ouais, cognitives, sciences sociales très empiriques, où on va collecter des données ouais. quantitatives, faire des expériences, etc., un peu à l'américaine, bah, la science politique américaine, elle est très proche de la psychologie des sciences cognitives. On utilise des méthodes assez scientifiques, hypothético-déductives. On regarde si quand on manipule la variable X, ça influence la variable Y, et on fait beaucoup de quanti, un peu comme les économistes. Alors qu'en France, la science politique, c'est beaucoup l'histoire des idées Ouais. politiques, le lien avec le droit Mhm, constitutionnel, mhm. l'esprit de la quatrième et de la Tout à cinquième fait. République. Et il n'y a pas trop ce rapport un peu empirique à la Non, donnée non. qu'on a beaucoup dans la science politique internationale. Donc en fait, je suis Ouais. surpris que tu n'aies pas plus étudié la science Et Paul à la française en étant en droit, quoi. alors, je pense qu'il y a deux explications cumulatives. La première, c'est que tu as des facs de droit qui sont très Sciences Po et d'autres qui sont très sciences économiques. Et la faculté de droit de Poitiers est très sciences économiques. Une Ok. belle formation, style 200 heures de formation en sciences éco. Bon, alors, je ne suis pas économiste du tout, mais enfin, moi, je comprends les bases de la science éco. Alors que Sciences Po, je ne dis pas il y a pas des politistes, il n'y a pas eu des politistes éminents dans ma faculté, mais c'est pas une faculté qui est orientée sciences politiques, contrairement à ce qu'ont fait beaucoup de facs parisiennes. Ça, je pense que c'est la première chose. C'est un peu spécifique à ma fac ou à d'autres facs de droit. Et la seconde chose, c'est qu'on n'a pas du tout cette approche du droit en France. Aux États-Unis, beaucoup plus cette approche expérimentale. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pratiquement pas en droit français. À mon avis, ce sont les deux explications qui expliquent la chose. Ouais, ouais. Alors, je dis pas forcément qu'il y a des approches expérimentales en droit, enfin ça, j'y connais rien, peut-être qu'elles existent, j'en sais rien. Moi, je parlais vraiment des approches, de sciences politiques Tout à fait, tout à expérimentales, fait, tout à où fait, tu vois, tu vas étudier les croyances politiques des tout gens à fait. en faisant, par exemple, des questionnaires en ligne dans lesquels tu les exposes à, des fake news, des petits messages, des petites coupures de presse, et cetera, et tu fais varier le contenu de ces messages et tu vois, est-ce que ça impacte ensuite comment est-ce que les gens se positionnent sur des variables d'adhésion idéologique? Est-ce que ça influence leur vote? Est-ce que ça influence le degré auquel ils vont trouver l'assertion ou la phrase en question plausible ou vraie, etc. C'est ça que je veux dire par des méthodes Mhm. expérimentales. Tout à Je fait, clarifie tout un à peu pour fait, ton audience tout à parce que fait, c'est pas très très tout connu à en fait. France, où les sciences sociales sont beaucoup dominées par les approches qualitatives de terrain, d'interview, d'immersion participante, et on connaît encore mal ces approches expérimentales et quantitatives qui viennent beaucoup de la psychologie, mais qui se diffusent aussi en sciences sociales. Il y a d'ailleurs une première question dans le chat. On demande pourquoi est-ce que Sciences Po est totalement orienté à gauche. Est-ce qu'il y a une raison historique, entre guillemets? Je répète la question qui est posée, hein. Scientifique! Alors, c'est vrai que comme toutes les universités françaises, c'est quand même pas mal ancré à gauche, mais c'est quand même moins. Je pense quand même que c'est moins gauchiste qu'une fac comme Paris 8 ou même le HESS. Euh, Il y a moins de blocage ou de blocus à Sciences Po qu'il peut y en avoir à l'EHESS ou à Paris 8. Oui, enfin, disons que c'est le recrutement un peu des chercheurs et des étudiants en sciences sociales qui est souvent assez ancré à gauche, avec des problématiques de voilà, découvrir, dévoiler les inégalités, dénoncer les injustices, etc. Donc c'est souvent un peu un recrutement de gauche. Mais moi, je connais des collègues qui sont de centre droit, qui sont sociodémocrates assez centristes, et même des économistes qui peuvent être assez libéraux, hein, enfin, au sens de free market, plutôt à droite et tout. Donc c'est une grande conversation, mais je dirais qu'en général, l'intérêt pour les sciences sociales se développe chez des gens qui considèrent qu'ils ne sont pas forcément les grands gagnants de la société, ou alors les gens qui ont un peu un instinct de rébellion vont avoir envie de dénoncer des dysfonctionnements et des inégalités, et ça va les amener à graviter vers les sciences sociales. Mais c'est un grand débat, ça. Mhm. Et une autre question, décidément, ça commence fort. Est-ce qu'il y a des problèmes de crise de reproductibilité dans ton champ? Ah oui, alors, excellente Alors, question. expliquez. Alors, d'abord, explique-nous, Ah oui, explique-nous pour celles et ceux, hein, décode un petit peu la question et explique-nous. ah oui, 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 l'ensemble de mon champ est construit sur du sable. Non, je plaisante. Non, non, heureusement que non, mais donc cette personne a bien raison de mettre le doigt là-dessus. Donc,
En psychologie, en économie comportementale, aussi en biologie du cancer, enfin dans plein de domaines des sciences expérimentales, on utilise des méthodes quantitatives. On a découvert autour de 2010-2011 qu'en fait, il y avait plein d'études qui ne répliquaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand on reproduisait l'expérience dans les mêmes conditions expérimentales qu'au départ, par une autre équipe par exemple, on n'arrivait pas à reproduire les mêmes résultats, les mêmes conclusions. C'est pas les mêmes tests, c'est pas les mêmes tests statistiques qui sortaient. On avait par exemple plus de différence entre les conditions traitement et contrôle. Ou alors on avait une différence mais dans l'autre sens. Ou alors on avait une différence mais elle était beaucoup plus petite que ce qui avait été initialement rapporté dans le papier. Donc en fait le papier, l'article, avait largement exagéré la nouveauté et l'importance du résultat, en rapportant que des gros effets là où il y avait potentiellement des effets nuls ou négatifs ou de petite taille. Et donc oui, il y a ce problème aussi dans la psychologie sociale, dans la science politique expérimentale, dans l'économie comportementale et tout. On essaie de combattre ce problème en augmentant les tailles d'échantillons, Mhm. en répliquant nos résultats de manière interne avant de les publier et en s'assurant que chaque article Par contient d'autres au moins chercheurs? Par 2, d'autres 3. chercheurs? Alors pas forcément par d'autres Ouais. chercheurs, mais au minimum, on va reproduire nos propres résultats de manière interne avant D'accord. d'essayer de les publier. D'accord. D'accord. Et on va aussi utiliser ce qu'on appelle la pré-régistration, qui est un petit protocole dans lequel en fait on dit à l'avance quelles sont les analyses qu'on va faire. Et on promet un peu au monde, en le rendant public, qu'on va faire ces tests-là, dans ces conditions-là. Et on s'engage, on commit. Et comme ça, on s'en tient à ces analyses-là dans le papier final, quitte à rapporter des résultats un peu décevants, qui sont contraires à nos hypothèses. Donc la pré-registration peut aider un petit peu ce genre de pratique. D'accord, d'accord. C'est très intéressant parce que dans mon champ d'études et de recherche, le droit, il n'y a pas du tout ces démarches-là. On est vraiment uniquement sur l'expérience de pensée. Hein, ça, c'est vraiment Ouais. l'école franco-française. Alors qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup plus cette démarche expérimentale en droit qui est vraiment une terra incognita pour nous, juristes français. C'est très intéressant. Mais éclaire-moi un peu, Sébastien, qu'est-ce que ça veut dire une approche expérimentale en droit? Parce que le droit, c'est une science a priori dans laquelle tu raisonnes sur la qualification des faits, les interdictions, les obligations, les limites de ce qui est moralement Tout à fait, acceptable. tout à fait, C'est pas, tout à c'est fait, pas un exercice de tout à description des fait. phénomènes du monde Pas- empirique comme le sont les sciences. non, mais en revanche, c'est sur l'effectivité. Ça, c'est quelque chose, on travaille très très peu. J'ai moi-même très très peu de compétences sur le sujet. Par exemple, il y a un exemple que je cite toujours, avait été testé, je ne sais plus si c'est la mise en place du RSA. Ça avait d'abord été testé dans un département avant de Ok, l'étendre au territoire national. Mais c'est un peu une d'accord, exception au droit français. Hein, d'accord, donc, d'accord, pour sortir un petit peu de l'expérience de pensée. Mais c'est vrai que la démarche d'accord, juridique d'accord, est ok. d'abord une expérience de pensée qui est une véritable démonstration scientifique. D'accord, donc l'approche expérimentale en droit, en fait, elle se rapproche de l'approche expérimentale dans le domaine des politiques publiques ou en Ouais, économie, ouais, ouais, où en gros, on va ouais, pas juste se ouais. contenter de se dire cette politique, c'est probablement une bonne idée au doigt mouillé en mode expérience de pensée. On se dit quels vont être les effets sociaux Mhm. réels, les effets pervers, les effets inattendus et tout, et on va tester ça en le déployant dans un vrai théâtre réel du monde Voilà, tout social, à quoi. fait, tout à fait, D'accord. tout à Bah, fait. c'est très bien ça. Alors, il y a Nat qui nous dit qu'à Grenoble, sa fac de droit aussi était très orientée sciences politiques. Merci de le... Oui, je sais qu'il y a plusieurs facs hein, qui sont comme la mienne. Autre question, qu'en est-il de l'objectivité dans la construction d'un sondage? Ça, c'est super intéressant. Grande question là aussi. Euh, alors, au pied levé, je dirais que ce que tu veux, c'est avoir un échantillon, évidemment aléatoire de participants qui répondent à ton sondage. Ouais, Il ne faut pas que ce soit biaisé en faveur de tel ou tel groupe ouais. démographique, de sexe, d'âge ou ethnique. Tu veux avoir un gros échantillon pour que ton erreur de mesure soit, la plus faible possible. Mhm. Hein, on sait que plus un échantillon est large, plus la moyenne qu'on va calculer dans cet échantillon est fiable, a de chances d'être à l'image de la vraie moyenne dans la population générale. Ça réduit, l'erreur de mesure, ce qu'on appelle, l'erreur standard ou l'écart type. Typiquement, il me semble que les sondeurs, genre Ipsos, et cetera, ils sondent au moins 4000 personnes. Comme ça, Mhm. tu réduis vraiment ton intervalle de confiance, beaucoup. Après, il y a toutes les questions qui touchent à comment est-ce que tu formules la question. On sait que, une question politique, elle est rarement formulée de manière qui soit absolument neutre ou qui évacue toute forme de mécompréhension. Il y a tout ce qu'on appelle un peu la pragmatique du langage, où les gens, ils font des inférences sur ce que le chercheur a voulu dire en posant la question d'une certaine manière. Et ça, c'est très difficile à contrôler et à purifier totalement. Mais l'objectif, c'est d'essayer, bah, voilà, de poser la même question à tout le monde, de la manière la plus neutre possible, en évitant un vocabulaire qui soit connoté négativement, et cetera.
Mais c'est complexe. Je vais te donner un exemple. Récemment, il y a une enquête du Cevipof sur, entre guillemets, «l'antisémitisme à l'université». Et c'est vrai que quand tu veux mesurer ces études d'antisémitisme, pour donner un exemple simple, c'est difficile de complètement séparer les attitudes par rapport à Israël comme gouvernement, comme État, des attitudes par rapport à Netanyahou, le gouvernement actuel, des attitudes par rapport aux Juifs en général et peut-être des Juifs d'Israël, et cetera. Tu vois, c'est compliqué de poser des questions qui targetent juste un groupe ou une entité sans être aussi corrélées aux attitudes des gens sur les autres questions. Souvent, quand les Bien gens sont sûr. très remontés contre Israël, pour des raisons de guerre à Gaza, et cetera, ils se mettent à parler de manière plus péjorative des Juifs en général. Alors on peut être tenté d'inférer que du coup ils sont antisémites, c'est pas forcément le cas. En fait, ce qu'ils ont en tête, c'est les Israéliens, mais quand même il y a une confusion des genres qui se fait. Donc il faut vraiment réfléchir à comment tu formules ta question exactement pour que ton instrument de mesure capture l'attitude ou le groupe social que tu veux exactement et juste celui-là, et c'est très difficile et c'est pas une science exacte. Mhm. Une question, une remarque de Jaccara qui nous dit Daniel Kahneman, donc prix Nobel d'économie, rapporte des variations des jugements, liberté conditionnelle, suivant que le jugement a eu lieu avant ou après. Et l'équipe de foot a gagné la veille, mais également un chercheur a fait travailler des juges sur des dossiers de procès pour voir s'ils arrivaient au même jugement. Et la réponse c'est non. Mais je ne suis pas complètement surpris. Je suis pas complètement surpris. Donc attends, Euh, l'étude de Kahneman, c'était de ouais, reproduire un même jugement à travers différents groupes de juges et on voyait ouais, que les jugements n'étaient pas ouais. très cohérents d'un groupe Ouais, à l'autre, c'est ça? ouais. Alors, Ouais. de mémoire, hein, ils étaient pas incohérents, mais par exemple, c'était pas la même peine. Ça respectait évidemment le principe de l'égalité de du délit et de la peine, heureusement. Hein, mais en revanche, il y avait et je le vois dans ma modeste expérience d'universitaire, en notation, j'ai toujours été très angoissé par le fait de noter les étudiants et les étudiantes. Parce que pour moi, c'est quelque Ouais, chose ouais. de grave. Et ce que j'ai fait tout au long de ma carrière, je faisais très souvent au début de ma carrière, quand je corrigeais les copies, je photocopiais 3-4 copies, je corrigeais les copies, je mettais les originaux dans le tas de copies et je recorrigeais. Souvent, vu ma mémoire faible, je me souvenais plus exactement de ce que j'avais corrigé ou pas. Et il y avait souvent un écart d'un point, parfois deux, c'est jamais mais 2 points, 1 point, voire deux, c'est déjà, Ouais, bien sûr. ça peut déterminer d'un échec ou d'une réussite un C'est examen. c'est Hein. c'est déjà un biais, c'est Ouais, déjà, on ouais, pourrait dire que c'est déjà la ouais, commission d'une injustice et tout. ouais. Oui, oui, bah, ça m'étonne pas du tout, c'est regrettable, mais l'esprit humain produit des jugements qui sont influencés par tout un tas de facteurs inconscients et de Mhm. mood et d'émotions du moment. Il y a ces études, qui montrent que, tu sais, quand le juge a faim, par exemple, il va prononcer une peine un peu plus sévère. Quand le prévenu est noir plutôt que blanc, la peine sera aussi un peu plus sévère, et cetera. Il y a des études sur les reviewers des articles scientifiques qui montrent Mhm. effectivement que l'intercorrélation des évaluations, elle est pas très élevée, en fait, d'un moment à l'autre et entre les reviewers entre eux. C'est pareil pour les profs qui notent de manière, pas corréler hyper fortement une même copie à différents intervalles de temps et encore plus entre noteurs. Oui, ça m'étonne pas. Le jugement humain est influencé par plein de paramètres en même temps et contrairement à une IA, on ne sait pas forcément contrôler, le poids relatif de ces influences et du coup, ça peut être bien de peut-être faire ça de manière un peu plus automatisée. En gros, plus tu as un barème qui a une granularité Ouais. forte, fine, mieux c'est et plus peut-être on peut automatiser tout ça à la machine pour, compenser les erreurs Ouais. d'inattention, Moi, je suis assez. les biais en faveur de, Ouais, je un tel suis. il est sympa, une telle elle est Ouais, jolie, mieux c'est, je pense. ouais. Ouais, je suis assez réticent, je l'avoue, à cette idée-là. Alors, traditionnellement, donc, le système juridique essaie de compenser ça d'abord avec toujours plusieurs juges. Hein. Il y a des exceptions, hein. Il y a des fois des juges uniques hein, qui prennent seuls la décision. Mais plus c'est important, plus il y a de juges. En plus, tu as le processus de l'appel. Donc, la multiplication des juges et l'appel quasi systématique, c'est-à-dire quand tu n'es pas content d'une décision, tu demandes à un autre tribunal différent du premier de pouvoir examiner la chose pour essayer de lisser ça. Hein, ça, c'est la première Mmh. chose. OK. Et la deuxième chose, c'est la légalité de la peine. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui se passait sous l'Ancien Régime, c'est pour ça qu'on a fait 1789, quand on a fait la Révolution, parce que c'était un système qui était arbitraire. C'est-à-dire qu'on ne savait pas ce qui était interdit, on ne savait pas ce qu'on risquait. Hein, Ouais, ouais. sous l'Ancien Régime pour la sanction. Donc c'est contre cet arbitraire qu'on a construit, donc d'abord d'un point de vue théorique avec la philosophie d'idées-lumière, puis sa mise en œuvre à partir du début du XIXe siècle, un système de légalité qui justement limite ça.
Bah, avec le progrès de la rationalité dans la vie sociale et le progrès moral, je dirais, oui, encore heureux que maintenant on peut définir a priori ce qui est acceptable ou pas acceptable légalement. Mais on a quand même un peu envie aussi de restreindre la variation de la peine à l'intérieur de ce qu'on va définir comme étant interdit ou pas. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est quand même absurde que les gens puissent se prendre, pardon, 3 ans ou 5 ans ou 7 ans de Tout à fait. peine pour un même délit. Enfin, ça reste quand Mhm. même un truc qu'il faut corriger dans la société, je pense. Si ce n'est que tu as quand même une individualisation de la peine. Tu peux pas Ouais. comparer deux condamnations sans avoir les deux dossiers sous les yeux. Hein, souvent, je vois souvent en commentaire ou j'entends dans les médias, oui, c'est pas normal, lui il s'est pris tant alors que lui il s'est pris que tant. Mais comment vous faites pour comparer des choses qui sont pas comparables comme ça? Moi, il me faut avoir les deux dossiers sous les yeux, les étudier pour ensuite comprendre pourquoi les juges ont choisi telle ou telle peine et telle ou telle individualisation. Une réaction de Flynn Heister qui dit sur l'expérimentation en droit. Oui, il y a eu ceci sur le RSA, le dossier médical partagé, exact. Et beaucoup de choses viennent en amont du droit, par exemple, territoire zéro chômeur sur les avocats pour les enfants de la SE. On vient enfin d'obtenir une loi, mais les barreaux et le Conseil national des barreaux ont bossé avec les anciens enfants placés et souvent l'étude d'impact est renvoyée au rôle du Parlement. Mais ils ne font pas par manque de temps, de moyens, mais des sociologues s'y mettent. Alors, j'avoue que c'est un peu frustrant, je ne sais pas si tu as la même frustration, mais moi, en tant qu'universitaire, de voir toute la production intellectuelle qui vient des universités avec le législateur qui, en général, sont contre-fous, qui est en mode balèque intégral, hein, Ouais, ouais. vis-à-vis des résultats de la science. Hein, c'est vrai en droit, mais c'est pas seulement vrai en droit, c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines. Ouais, ouais. Bah, sur l'exemple que ta téléspectatrice donne, je le connais pas du tout celui-là, mais c'est sûr qu'il y a un décalage absolument monumental entre la recherche scientifique et académique d'un côté et l'opinion publique en Ah, général de l'autre, et en particulier aussi le législateur. Par exemple, je sais pas, je te donne un exemple différent, mais à mon avis convaincant. À l'ONU, par exemple, tu as très très peu de gens qui sont formés à l'étude un peu scientifique expérimentale des politiques publiques, ou qui sont au courant de la littérature scientifique sur comment réduire la grande pauvreté, ou comment combattre le djihadisme, ou tu vois, des questions comme ça de sécurité globale qui sont clairement pertinentes pour l'ONU, ou la question de savoir si les traités internationaux atteignent leurs objectifs, etc. C'est des questions sur lesquelles il y a des papiers scientifiques récents, hein. L'étude du terrorisme, c'est un domaine de science en anthropologie, en sciences politiques. L'étude de comment réduire par des méthodes expérimentales la grande pauvreté dans les villages africains, bah, il faut aller regarder les travaux de Esther Duflo et ce genre de gens. La question de savoir si les grands traités de régulation internationale du commerce, de non-prolifération des armes, etc. fonctionnent, bah, il y a un papier dans PNAS qui est sorti récemment, il y a 2 3 ans, qui suggère d'ailleurs malheureusement que les traités ne marchent pas très bien, à part les traités commerciaux. Je pourrais mettre la référence de cet article plus tard en description de la vidéo, bien sûr. Mais donc, il y a plein de domaines qui sont des grandes questions sociétales, géopolitiques, économiques, sanitaires, sur lesquels il y a de la recherche scientifique, et les décideurs ne sont pas formés à les prendre, à les connaître, ces littératures, et à prendre des décisions qui sont evidence-based, comme on dit en anglais, basées sur la science. De même, à ma connaissance, à l'ENA, ou son nouveau nom sous Macron, il n'y a pas trop de formation scientifique, il n'y a pas trop de formation à l'évaluation des politiques publiques. Ça commence un peu, mais c'est balbutiant. Et il faudrait diffuser beaucoup plus la culture de la science mhm. dans les domaines des législateurs, dans les arènes politiques, dans les ministères, dans les organisations internationales. Ah, clairement, clairement. Il y a Flynn Heister qui dit que tu l'as mégenré. Tu dis, je suis un spectateur. Je suis désolé. Trisystémique réagit à ce que j'ai dit. On dit, oui Sébastien, mais l'individualisation de la peine n'est pas le propos ici, puisqu'il s'agissait chez Kahneman de dossiers papier envoyés à l'identique à différents magistrats. Oui, je sais, je sais. Mais je disais que, d'une part, euh, la recherche de Kahneman est très très intéressante pour moi juriste parce que ça comment dire, nous met face aux limites de ce que peut faire le droit. C'est-à-dire que euh, quand je vulgarise le droit, j'explique que la peine, heureusement, elle est dans l'échelle prévue par le législateur. Mais dans la mesure où je fais de la vulgarisation, déjà, quand je suis arrivé à faire passer une notion, par exemple, hein, le principe de l'égalité du délit et de la peine, déjà, je suis bien content dans une vidéo. Ça, c'est pour répondre à notre ami.
Salut Bob Lecon. Ah, Bob Lecon qui est un habitué. J'adore son pseudo. J'adore en général l'imagination des membres de la tricotine. Bob Lecon qui est un habitué de la chaîne. Je t'ai interrompu Antoine, excuse-moi. Les décideurs ne sont pas formés à grand-chose à part au média training. Ah, c'est intéressant de l'affirmation de Discommande. Bah, Euh, le but du jeu, c'est d'abord qu'ils sont élus. Ils et elles sont élus. Hein. Et d'ailleurs, j'ai posé la question souvent, y compris en live à des députés. Hein. Bah, quand ce sont des nouveaux députés, bah, ils ou elles arrivent, députés, on leur file leur badge, un petit dossier de bienvenue, et après c'est débrouille-toi, et ils apprennent le métier de député sur le tas. Hein. Ouais, ouais, alors je prétends pas du tout connaître exactement le contenu de la carrière des députés. Je suis pas Étienne Olion, j'ai pas étudié leur journée de travail et leur carrière, etc. Étienne Olion, c'est un sociologue intéressant français qui a fait une étude sur, il me semble, le mouvement Macron un peu Ouais. et le renouvellement du personnel politique à l'Assemblée nationale. Euh, mais oui, d'une façon générale, il faudrait juste diffuser une connaissance un peu, une compréhension un peu scientifique du monde social parmi les décideurs. Comprendre, enfin enseigner un peu l'autorité de la science auprès des gens qui vont prendre des décisions. Pourquoi est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire un consensus scientifique ou qu'est-ce que ça veut dire une méta-analyse? Pourquoi est-ce que ça a une forte autorité? Bah, parce que ça s'appuie sur un processus collectif de validation Ouais, d'une idée par de la construction revue, et de voilà, validation. de co-construction, par la revue par les pairs, patientes et rigoureuses, qui filtre les propositions et qui retient celles qui sont les mieux basées sur les datas, les mieux documentées, les plus justifiées par les faits. Et effectivement, enfin, cette autorité de la science et ses fondements épistémologiques, il faudrait l'enseigner davantage aux décideurs, il faudrait transmettre aux décideurs et aux législateurs une connaissance un peu de Google Scholar et de comment utiliser les grandes sources scientifiques d'information. Et il me semble qu'à ce stade, c'est pas encore trop fait. J'essaie de faire ça avec mes étudiants à Sciences Po, bien sûr, qui seront potentiellement des futurs décideurs, mais c'est pas systématique. Bah, l'impression que, peut-être fausse, mais l'impression que j'avais, je sors de mon domaine de compétence, c'est tout simplement que bah, nos élus sont donc l'émanation de la société. C'est-à-dire que nous les désignons et en fait, ils ne sont pas très différents de l'opinion publique. Hein, l'opinion publique, c'est un déficit majeur de connaissance et de compréhension, par exemple de ma matière, le droit. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis lancé dans la vulgarisation. Hein, Ouais, déjà, en sciences dures, déjà, on voit qu'il y a quand même des gens qui vont dans le what the fuck ultime, qui est la Terre plate, hein, qui va quand même, hein, c'est la négation, mais des bases complètes de la science. Alors le droit en plus, qui est une expérience de pensée, c'est le what the fuck masterclass. Hein. ouais, je suis d'accord. Enfin, les décideurs et les législateurs sont tirés de la société civile, donc ils ont les mêmes biais et les mêmes ignorances. Après, ils peuvent avoir quand même, tu vois, des formes d'expertise. En droit, enfin, à l'ENA, on apprend à disserter, il y a de la culture générale, on apprend beaucoup de droit public, de finances publiques, etc. Et c'est très bien d'apprendre tout ça, mais il faudrait aussi une couche de culture scientifique qui, je pense, en France manque. La France, c'est un pays où on n'a pas une tradition empiriste très forte. Ouais. Les méthodes expérimentales se sont diffusées que très très récemment en sciences sociales et en psychologie. On écrit très peu en anglais encore. La plupart de la recherche académique en sciences humaines, elle est faite en français. Donc elle a très peu de rayonnement international. Elle est en vase clos sur le pays. Et puis on est un pays dans lequel il n'y a pas encore beaucoup d'institutions qui ont des data scientists ou qui utilisent des méthodes comme ça d'analyse quantitative un peu systématique des phénomènes et tout. C'est encore beaucoup au doigt mouillé, pardon, et on a encore beaucoup une autorité quand même un peu voilà, de la culture générale, un habitus un peu littéraire qui domine, et l'idée que, voilà, que c'est les humanités un peu qui doivent être le corps de formation de nos élites, plutôt que aussi un peu la science qui, à mon avis, doit arriver comme un complément important. Mhm. Il y a Flynn et Easter qui nous disent, c'est vrai qu'il y a surtout dans les années 80 un, un basculement vers la communication d'abord et moins sur le fond. Ah, tu vas pouvoir nous en parler. La vision d'une politique pour des effets sur le temps long, je suis engagé associatif politique, aussi ayant été élu et juriste. Et franchement, je m'arrache les cheveux, moi aussi. Je confirme, peu savent et leurs collaborateurs ne feront pas ou on ne leur demande pas. D'ailleurs, à ce sujet-là, bon, tu n'as peut-être pas beaucoup de contact avec les élus, mais moi, régulièrement, en tant que juriste, hein, ça fait partie d'une partie de mon boulot. Hein,
On me demande toujours ce que c'est que la... D'ailleurs, on va te poser la question, qu'est-ce que c'est que la recherche en droit? Je dis, en gros, il y a 4 piliers en recherche en droit. D'abord, se tenir à jour, et on passe beaucoup de temps pour se tenir à jour de l'évolution du droit. Ensuite, l'analyse du droit, pour mettre en évidence ses contradictions et ses difficultés d'application. Et le troisième pilier, bah, c'est d'aider le législateur à améliorer le droit positif. Et enfin, quatrième pilier, quelques heures par semaine, c'est la restitution et la formation des futurs juristes. J'ai perdu l'idée que j'avais. Ah oui, quand j'ai affaire à des parlementaires, euh, je me rends compte en France d'abord du peu d'assistants parlementaires dont ils disposent. Je me souviens avoir fait une mission de 3 semaines pour les affaires étrangères françaises au Brésil il y a 20-25 ans, hein, et chaque sénateur avait une dizaine de chargés de mission, une dizaine d'assistants, dont un qui était spécialisé en nouvelles technologies, qui était mon champ de recherche déjà à l'époque. En France, quand j'étais en contact avec les députés il y a 25-30 ans, il y avait 3-4 députés sur 560 qui comprenaient un petit peu quelque chose aux nouvelles technologies. Et donc on a Ouais. aussi ce déficit-là. Ouais, c'est possible. Alors, j'ai Mais pas trop de commentaires à oui, faire sur c'est pas la ton domaine, oui, bien connaissance sûr, c'est digitale des normal, ouais. députés. Ça, c'est pas du tout une question que je connais. Mais, ta personne là qui posait sa question au départ, elle disait que voilà, Ouais, l'activité politique ouais, était devenue beaucoup une activité ouais, de communication. ouais, ouais. Alors là, ce que le psychologue politique peut dire, peut-être d'un peu pas trivial ou d'un peu pertinent pour ce débat, c'est que on a deux problèmes. C'est que de un, les gens oublient rapidement les promesses des politiciens, sont assez oublieux, ont pas une mémoire très profonde. Donc en fait, la politique, c'est beaucoup de la rhétorique, c'est beaucoup des promesses. On n'a pas ensuite vraiment les moyens épistémologiques de vérifier que les politiciens tiennent leurs promesses et que les politiques ont les conséquences qui avaient été promises. C'est très difficile d'évaluer les conséquences des politiques Ouais, publiques. ouais, C'est des effets collectifs, ouais. repoussés dans le temps, qui mettent du temps à apparaître. Il y a toujours des effets pervers et tout. Donc la connaissance des effets d'une politique publique, elle est toujours très difficile. Elle est délayée dans le temps et tout. Donc on peut faire facilement du flip-flop et revenir sur ses promesses. Et par ailleurs, les incitations des politiciens, c'est des incitations à la réélection sur 5 ans, pas des incitations très fortes à promouvoir vraiment l'intérêt général. Donc il y a un peu des incitations perverses dans les 2 sens qui font que, c'est facile d'avoir une politique qui devient effectivement une société du spectacle, qui glisse vers la rhétorique et vers les promesses un peu clinquantes et claquantes et qui est pas vraiment, un effort besogneux et expert pour satisfaire les intérêts de la majorité. Tout à fait, ça me rappelle cette vieille définition, je ne sais plus quel homme politique qui disait que la politique, c'est l'art de promettre, de ne pas tenir et de réussir quand même. Il me semble que c'est Clémenceau qui disait ça. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est bien résumé. Et c'est triste, hein, je veux pas être cynique par rapport à ça, ça devrait pas être comme ça, mais Ben, c'est encore une autre citation, c'est le pire des régimes à l'exception de tous les autres, quoi, hein. Et c'est plein de difficultés, c'est plein de problèmes, plein de biais, plein de gros bah, défauts. tu pourrais imaginer une démocratie représentative dans laquelle les mandats sont plus longs ou dans laquelle il y a une présidence tournante un peu à la Suisse qui gommerait un petit peu, tu vois, ces La effets personnalisation, ouais. voilà, de personnalisation et de mauvaises incitations qui amènent les politiciens à être concentrés juste sur leur réélection à 5 ans, tu vois. Mhm. Ça peut quand même être changé, je pense. Mais il n'y a pas de solution parfaite parce que tu veux pas non plus, évidemment, un gouvernement qui est en place pendant 15 ans et qui confisque le pouvoir pendant 15 ans et qui peut décevoir et il n'y a aucun moyen de le destituer, etc. On ne veut D'autant pas ça plus non à ce plus. sujet-là, mais alors c'est plus une question qu'une affirmation, mais d'après ce que j'ai compris, euh, plus quelqu'un reste longtemps au pouvoir, plus ça va poser de problèmes. On le voit par exemple en matière je suis très 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 inquiet euh, du manque d'honnêteté d'une partie de la sphère politique, une petite partie de la sphère politique, mais le problème c'est celle que l'on voit toujours. Et quand quelqu'un est au pouvoir longtemps, par exemple à l'échelon municipal, hein, c'est là qu'on voit apparaître tous les problèmes de comportement délinquant, notamment marché public, etc. Et donc le changement de dirigeants permet de faire émerger un certain nombre de défauts. Je ne sais pas s'il m'exprime de façon très très claire,
mais j'essaye je vais reformer beaucoup pro montage, hein, je vais essayer de reformuler ma phrase. Je voulais dire que plus un dirigeant ou une dirigeante reste longtemps au pouvoir, plus il va y avoir des accommodements avec le régime, et quand il y a donc un changement d'équipe, c'est là qu'on va voir apparaître les dysfonctionnements, et éventuellement avec une connotation pénale, avec des infractions, notamment, mais pas seulement, en matière de marché public. Est-ce que c'est quelque chose sur quoi tu as travaillé, ça? Non, et à vrai dire, je peine à saisir exactement ton idée. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Oui, oui, je ne veux pas citer d'exemple très précis parce que c'est en cours de jugement, mais je pense par exemple à un maire dans ma région qui a été en place très longtemps, plutôt un bon maire, mais on s'aperçoit qu'il a été battu aux dernières élections, il était là depuis 25 ans, on s'est aperçu que, bah, il y avait tout un tas de dysfonctionnements, de dysfonctionnements, de marchés publics qui n'avaient pas été passés, le marché public, la règle d'attribution des marchés publics n'avait pas été respectée, tout simplement parce que on a changé d'équipe, on a changé d'équipe dirigeante. Et donc, ce qui viendrait un petit peu à l'appui de ce que tu disais, on ne peut pas avoir un dirigeant qui reste systématiquement 10 ou 15 ans à la tête du système. Parce qu'en gros, cette espèce de mauvaise pratique, elle avait été facilitée par le fait que le gars, il avait Il suffisamment de reste longtemps, contacts et de il reste réseaux longtemps, pour c'est que ça, c'est il, ça. il avait filouté et Oui, oui, il oui. s'était soustrait à sa mission, quoi. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et assez souvent, d'ailleurs, c'est pas forcément une volonté de filouter. C'est juste les mauvaises habitudes, hein. C'est peut-être ce qu'il y a derrière ce qui s'est passé le mois dernier à l'Élysée avec la tentative de perquisition au service de l'attribution du service des marchés publics, là, pour l'organisation des cérémonies publiques, surtout des panthéonisations, hein, qui étaient attribuées depuis 20 ans systématiquement à la même société. Ça, c'est un indice qu'il y a un problème déjà. Hein, si pendant 20 ans, à la suite d'un marché public, c'est toujours le même attributaire, pas un grand spécialiste en matière de marché public, mais il y a anguille sous roche, voire baleine sous gravier quand même. Baleine sous verre. Oui, je suis d'accord. Bah, il faudrait du coup des mécanismes de contrôle, de suivi, de oversight, mais ça rajoute Ouais, de la bureaucratie et il ouais, faut à nouveau du coup employer des gens et faire fonctionner des institutions qui ont ouais, cette fonction ouais, ouais. et ça ne s'arrête jamais. Mhm. Ouais, en D'ailleurs, comptable. bah, tu mets le doigt sur un truc intéressant peut-être. En sciences comportementales, il y a un débat sur quelle est la quantité de fraude qu'on est prêt à tolérer pour éviter qu'il y ait plus de bureaucratie. Tu vois? Parce qu'en fait, dès que tu mets en place un mécanisme d'oversight, de suivi des ordres de frais de mission, des dépenses des salariés, des dépenses publiques de telle ou telle institution, de surveillance de la comptabilité des entreprises, etc. Dès que tu fais ça, bah, il faut employer des gens, il faut mettre en place des régulations, les acteurs doivent se plier à ces régulations, et du coup, tout le monde perd son temps et on perd de l'argent. Et du coup, il doit y avoir un peu des modélisations économiques qui calculent un peu la quantité d'argent perdu ou de fraude qu'on va considérer comme tolérable, d'argent public en particulier, qu'on va considérer comme étant piqué par les fraudeurs, qu'on considérera comme tolérable par rapport au prix que ça coûterait de surveiller tout le monde et de réduire la fraude à zéro, tu vois? Mhm. C'est un débat, un vrai débat un peu d'éthique appliquée et de mesure un peu des conséquences de Tout la à fait, fraude qui est légitime, je c'est pense. une remarque très très générale. C'est exactement la même chose pour la délinquance. Hein. Ouais. Un système une société dans laquelle il n'y a pas de délinquance, ça n'existe pas. Ouais, tu Ça peux pas mettre n'existe un pas. flic derrière tout le Non, non, monde et non, réduire non. ce que les Et, économistes et, appellent, et, et des l'aléa flics, moral et à des zéro. flics qui surveillent les flics, et des flics qui surveillent les flics qui surveillent les flics. Ouais, non, C'est, non. c'est, c'est, les gens qui vous promettent un monde sans délinquance, sans infraction, vous mentent. Soit ils vous mentent, soit ils savent pas, soit ils font les deux. Je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Oui, on nous dit qui surveille les surveillants, tout à fait, hein. Et Jack Cara nous dit en entreprise, c'est un vrai sujet, le niveau de contrôle interne. Oui, tu as écrit Internet, puis tu voulais dire interne. Tout à fait. Bah, on le voit par exemple avec la justice financière, avec la Cour des comptes, avec les cours régionales et la Cour nationale des comptes, dont les décisions sont souvent très très mal prises par les décideurs et les décideuses. Mais bon, il y a Ouais, des et règles puis très tu strictes. vois, là encore, hein, connaître le monde social, mesurer Ouais, les effets des ouais, politiques, c'est ouais. très complexe. Donc on peut se mettre d'accord sur l'idée
idéal de vouloir tolérer un certain niveau de fraude pour pas que ça crée plus de bureaucratie, machin, machin. Mais va calculer exactement combien ça coûte, va quantifier exactement tout ça, c'est très compliqué. Mmh. On est toujours vachement dans l'opacité quand il s'agit du monde social et de la vie des organisations et des conséquences des décisions. Mmh mh. Et donc c'est, ce à quoi tu as, consacré ta vie de chercheur. Pas exactement à ça, Pas, mais j'ai quelques au trucs à dire sens là-dessus, large, au sens large, au sens large au quand sens même. large. Et si on parlait un petit peu plus de ton domaine de recherche? Donc, je commence? Oui, je t'en prie, vas-y. Donc moi, je suis psychologue politique. Je crois que je suis la seule personne en France à se dire psychologue politique ou une des rares. Non, j'ai des collègues à Nanterre qui doivent aussi se définir comme psychologue politique. On essaie de regarder comment l'esprit humain comprend un peu les questions sociétales et politiques, avec cette idée que, comme je le disais avant, les phénomènes sociaux, les phénomènes politiques, ils se déroulent surtout en dehors du champ de la perception. On ne voit pas directement le capitalisme, on ne voit pas directement le racisme structurel, on ne voit pas le patriarcat, on ne voit pas la crise écologique dans leur totalité. On les voit se manifester à nous par des petites bribes et on les reconstitue comme des entités abstraites, collectives, mentales dans nos esprits. Et du coup, c'est important de comprendre comment l'esprit fonctionne, comment il traite de l'information, quelles sont ces espèces de petites théories naïves un peu de tous ces phénomènes-là, comment les gens se représentent la mondialisation et le marché international, comment les gens se représentent les causes des conflits ethniques ou religieux, comment est-ce que les gens se représentent l'impact des réseaux sociaux sur l'opinion publique et la polarisation, etc. C'est des questions qui nécessitent de regarder comment, de soulever un peu le capot de l'esprit humain et se demander mais comment les gens se représentent le monde social et ses mécanismes. C'est ça qui m'intéresse. Et du coup, là, par exemple, en ce moment, j'écris un bouquin depuis la médiathèque de Saint-Pierre-d'Oléron. Un bouquin qui va un peu revenir sur comment est-ce que la sélection naturelle nous a rendus très enclins au ce que j'appelle le tribalisme, c'est-à-dire s'affilier à des groupes, soutenir des identités des groupes particulières et vouloir entrer en conflit et parfois déshumaniser des groupes qu'on n'aime pas, par exemple la droite quand on est de gauche, et cetera. Et comment est cette tendance un peu au tribalisme, elle se manifeste dans plein d'aspects de la vie sociale. Comment elle peut nourrir des discussions conflictuelles et pas toujours très productives sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'elle peut nourrir des disputes dans l'espace privé, voilà, au dîner de Noël ou en famille. Comment est-ce que ça peut nourrir la montée de l'extrême droite avec des sentiments de ressentiment par rapport aux élites. Comment est-ce que ça prend aussi la forme, la polarisation du clash entre, par exemple, hommes et femmes parfois, ou féministes et masculinistes sur les réseaux et dans la vraie vie. Voilà, on peut décliner cette thématique de la polarisation et du conflit social entre groupes et de comment l'esprit a tendance à s'affilier à des groupes et à halluciner des différences de groupes. On peut le décliner dans plein de questions différentes, dans plein de théâtres un peu d'opérations de la société moderne actuelle, et notamment sur les réseaux sociaux où il y a beaucoup de rhétorique souvent conflictuelle et des gens qui s'insultent et qui s'écharpent, etc. Donc c'est un peu ça mon domaine de recherche, la psychologie politique. Mmh. J'essaie de réintroduire un petit peu de nuance dans les choses, d'après ce que j'ai compris. Moi. C'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à faire comprendre. Que je répète presque à chaque vidéo, le droit, c'est quelque chose qui est tout en nuance. Et ça, c'est avec cette bipolarisation, ce côté manichéen de la société, c'est qui commence à avoir déjà quelques années au compteur, c'est quelque chose à quoi j'ai énormément de mal à me faire, parce que euh, quand je me suis éveillé à la vie politique, en gros, tu avais quatre partis importants, deux partis de gauche, deux partis de droite, hein, les choses étaient relativement bien identifiées, mais parce qu'il y avait ce multipartisme qui fonctionnait de façon identifiée depuis au moins 20 ans en France, euh, les, euh, euh, il y avait donc un petit peu de nuance, c'est-à-dire on faisait la différence entre les socialistes et les communistes d'un côté et entre les gaullistes et les libéraux avancés de l'autre à droite. C'est quelque chose maintenant qui a disparu. On se moque de moi avec les FIO. C'est un gag récurrent de se moquer de mon âge, je suis toujours le premier à me moquer. Hein. Mais c'est quelque chose qui a vraiment disparu. Je le vois systématiquement sous mes vidéos. Euh, tout ce qui n'est pas blanc et noir. Est-ce que tu as une explication, rassurante ou pas d'ailleurs, à apporter à cette bipolarisation désolante, à mon avis? Alors, je dirais plusieurs trucs. Le,
La tendance à la polarisation et au conflit, elle est pas nouvelle, elle est pas récente, elle a toujours existé. Elle est ancrée dans la nature humaine, hein. Il faut se rappeler ce que c'était les années 30 avec les niveaux de nationalisme haineux, absolument inimaginables, qui ont conduit à la Deuxième Guerre mondiale et cetera. Aujourd'hui, on vit dans une époque qui est très, très pacifiée, hein. Les années 2020, en Europe, c'est des niveaux de pacification des mœurs, de prohibition de la violence, de progrès de la santé publique qui sont absolument inouïs dans l'histoire de l'humanité. On est une des sociétés les plus prospères et les plus calmes et les plus coopératives de l'ensemble de l'histoire de l'humanité. D'accord? Les travaux de Steven Pinker, de Hans Rosling sur le progrès moral et le progrès sanitaire, etc., et le déclin de la violence sont à conseiller sur cette question. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, dans la nature humaine, dans la psychologie, des ressorts un peu au tribalisme, des petits mécanismes qui nous inclinent au conflit, à la toxicité, au clash et à l'intolérance. Et puis les gens aussi ont juste des causes morales qui les animent, qui les portent, et c'est entendable et c'est légitime. Enfin, c'est normal que les gens aient envie de combattre ce qui reste de racisme, qu'ils aient envie de se battre pour l'écologie, qu'ils aient envie de, de combattre ce qui reste de sexisme, etc. Je dis ce qui reste d'eux parce que je dis ça pour à la fois aussi reconnaître, acknowledge le fait qu'il y a eu des grands progrès sociaux sur ces fronts-là depuis l'après-guerre, mais il y a encore des progrès à faire, évidemment. Et du coup, ben, les gens voilà, ont des raisons aussi d'être encore militants et activistes sur ces questions, et c'est compréhensible. Donc, plutôt peu de violence et peu de conflits par rapport à d'autres époques du XXe siècle, et je te parle même pas du Moyen Âge ou de l'Antiquité. Mais quand même encore un peu trop de conflictualité par rapport à une situation idéale dans laquelle il n'y en aurait pas. Et c'est vrai que les réseaux sociaux peuvent un peu entretenir ça, parce qu'en fait, comme tu peux bombarder instantanément de notifications des millions de gens en même temps, comme les algorithmes ont tendance à promouvoir les contenus qui attirent l'attention, qui maximisent l'engagement, qui sont émotionnels, etc., ben les gens sont amenés à voir des Mystère. contenus un peu clivants et aussi sont entraînés eux-mêmes à en produire parce qu'ils savent que ça va générer de l'engagement. Donc ça peut entretenir un peu des niveaux de toxicité verbale, de communication un peu péremptoire, de discours haineux, de clash, qui sont supérieurs à ce qui pourrait être dans un monde idéal dans lequel les gens seraient parfaitement régulés émotionnellement et dans lesquels les algorithmes ne promeuvraient pas, je sais pas comment on dit, Oui, oui. ces Mhm. contenus les plus clivants. Donc Mhm. on n'est pas du tout dans une espèce de truc de déclin abominable, mais on est quand même loin d'une situation idéale dans laquelle on arriverait à communiquer de manière plus constructive et plus civile et à s'écouter davantage et à moins s'insulter. Mhm. Mhm. Ouais, Je intéressant. dirais ça. Je dirais ça. Intéressant. Il y a Bob Lecon qui dit c'est très juste et merci de rappeler qu'on est dans un monde en paix depuis une durée record, hein, heureusement, hein, enfin, en paix de conflits majeurs, hein, ajoute Bob Lecon, parce que l'impérialisme central entretient les conflits dans la périphérie à son, Oui, je dis à pas qu'il son n'y a pas de profit. guerre Oui, actuellement, tout à hein, fait, tout à fait, Trump tout à a fait. foutu un bon grand coup Ouais, dans le ventre ouais, du droit ouais. international, Ah ouais, etc., avec ouais. des Ah, opérations ouais, militaires ouais, très, très ouais, unilatérales, ouais, etc. Il y a eu aussi la guerre dans la bande de Gaza ouais, qui est ouais, abominable. ouais, Donc je ouais, dis pas qu'il n'y a plus de guerre, hein. Je suis au courant qu'il y a des ouais, grandes guerres qui traversent le monde, mais c'est pas les mêmes niveaux ouais, d'échelle que les ouais. guerres Ah, mondiales. tout à fait, Il y tout en à a fait, moins numériquement que même dans les années 70-80. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Les guerres sont de plus en plus civiles Ouais, et de moins en moins interétatiques. Et par exemple, les grandes démocraties ne se vouent pas, ne se font pas la guerre mhm, depuis 1945. ouais, tout à fait. Oui, les guerres ont tendance de plus en plus tendance à tuer plus de civils et moins de professionnels. Ouais, et Je puis à crois, être interne aux ouais, États. je crois que c'est Prévert, je crois, qui disait que si la guerre ne tuait que les professionnels, ce serait une bénédiction. C'est très drôle, j'y crois pas du tout, mais c'est très drôle en tout cas. Alors, Flynn Heister nous dit, j'en parlais justement tout à l'heure au sujet des bascules vers des mouvements complotistes. Ah, ah, on va y venir. Tu vois, y compris militants qui rencontrent des autorités politiques et des médias établis. Il faut de savoir leur donne la visibilité. Ouais, qu'as-tu à répondre à cela? Ouais, tes champs d'études te favorisent. Attends, tu parles de Finalister là, hein, c'est ça? Oui, 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 la dernière réaction de Flynn Heister. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'elle demande, cette personne? Elle demande quel est le lien entre réseaux sociaux et complotisme? Oui. Mhm. Bah là, je ferai un peu la même réponse qu'avec la polarisation. Ouais, Je dirais que le ouais, complotisme, il a toujours existé. L'esprit humain, il est calibré pour chercher des menaces sociales, surdétecter des menaces sociales, se prévenir de tentatives de tromperie, de tentatives d'oppression par des groupes méchants ou par des gens infiltrés dans ta société qui voudraient te faire du mal. Pourquoi c'est adaptatif d'avoir ce biais? Parce que quand tu risques d'être menacé par quelqu'un, de te faire tuer, de te faire assassiner ou de te faire piquer tes ressources,
C'est adaptatif d'avoir un mécanisme psychologique qui surdétecte la menace, qui est un peu paranoïaque, qui est un peu hypersensible, plutôt qu'un mécanisme qui serait hyposensible ou qui serait parfaitement ajusté, à la quantité de menaces, parce que tu risquerais de manquer une menace et là, tu te ferais complètement niquer, tu vois? Donc Mhm. c'est adaptatif d'être paranoïaque. C'est adaptatif d'avoir un détecteur de fumée qui est légèrement hypersensible. Mhm. Donc ce biais cognitif-là, il est ancestral, il est hérité de l'évolution, il a existé à toutes les époques, hein. Il y a eu des tentatives d'assassinat dans l'environnement préhistorique, il y a eu des conflits intergroupes qui ont amené les gens à devoir se préparer à des menaces sociales potentiellement très létales, et cetera. Et dans l'époque contemporaine, on a globalement, en tout cas dans les sociétés, démocratiques occidentales, on a peu de violence, on a peu d'assassinats, on a peu d'homicides par Mhm. rapport au Mhm. siècle d'avant. Mhm. Là Oui, encore, CF, les travaux de Steven Pinker. ouais. Mais on a quand même des formes de défiance sociale par rapport aux élites, par rapport aux labos pharmaceutiques, par rapport à Macron, par rapport à tout ça, par rapport aux immigrés, qui entretiennent quand même, sous des niveaux certes faibles, mais supérieurs à zéro, des niveaux de, voilà, de méfiance sociale. Et c'est ça qu'on appelle le complotisme. Des petites histoires qui sont, pas toujours crues à 100 par les gens, qui sont aussi un peu de l'ordre du Ouais. divertissement sur, voilà, est-ce que vraiment, le 11 septembre, c'était entièrement Al-Qaïda ou est-ce qu'il n'y avait pas un peu une complicité des Américains? Est-ce que la zone 51, c'est très clair ce qui s'est passé? Voilà. Théorie du complot, c'est des objets assez particuliers, hein. C'est mi-divertissement, mi des théories sociales, mi des choses auxquelles les gens croient, mi des choses auxquelles les gens croient pas toujours, mais qui communiquent pour des raisons de divertissement. Parfois, ils y croient dur comme fer, mais en fait, ça a pas vraiment de conséquences comportementales. Ça change pas vraiment leur vote, ça change pas vraiment leur conduite au quotidien. Ça, c'est les travaux notamment de Hugo Mercier qui soulignent ça, c'est que les gens peuvent être très sincères dans l'adhésion à des rumeurs ou à des théories du complot, mais en fait, c'est pas très clair qu'est-ce que ça change à leur comportement dans la vie de tous les jours. Donc c'est cru, mais c'est un peu isolé cognitivement du reste de leur action et de leur routine quotidienne. Les réseaux sociaux, clairement, peuvent propulser les contenus, conspirationnistes pour ces mêmes raisons que je disais tout à l'heure. C'est que, tu peux, distribuer une même notification à des millions de personnes instantanément et cetera. Donc, si, Musk est complotiste ou si Trump est complotiste, bah, des millions, des centaines de millions de personnes, seront exposées à ce contenu tout de suite. Là où la communication verbale de personne à personne permettrait pas une transmission de l'information aussi rapide et aussi identique et à aussi grande échelle. Donc oui, internet aide la diffusion du complotisme, mais là encore, ne soyons pas non plus catastrophistes. Grâce à internet, grâce aux réseaux sociaux, les gens peuvent aussi, surtout grâce à internet, grâce aussi à ChatGPT, au grand modèle de langage par exemple, les gens peuvent aussi contrebalancer, corriger cette plus grande exposition, cette plus grande disponibilité de la mésinformation en ligne. Certes, il y a beaucoup de théories du complot sur Reddit, etc., mais tu peux aussi aller consommer du Wikipédia, du lemonde.fr, demander à ChatGPT ce qu'il pense d'une question, et là, on te servira une information qui est typiquement pas complotiste, qui est plutôt fiable, plutôt validée par des experts, par des journalistes professionnels. Si en tout cas on parle d'un complot qui est faux, parce que je dis pas qu'il y a jamais de complots qui sont avérés, hein, il existe bien Ah bah sûr oui, des, oui, vous aussi. comme le Watergate ou des choses comme ça qui sont révélées par les journalistes, mais là on était plutôt sur l'idée d'un, voilà, d'un complotisme excessif qui fait des hypothèses un peu fantasques. Ces hypothèses fantasques sur les reptiliens ou autres, typiquement sera corrigée par des sources d'informations fiables, tenues par des professionnels, que l'internet nous a rendu plus disponibles, tu vois? Le Monde, ça a toujours été une bonne source d'information, le Monde.fr, enfin Le Monde tout court, mais avant internet, c'était difficile de mettre la main sur un item du Monde, sur un numéro du Monde. Aujourd'hui, tu vas sur internet, c'est facile. ChatGPT est branché à Le Monde et voilà, tu auras l'information très facilement. Donc moi, je suis assez anti-catastrophiste sur les effets des technologies. Ouais. À chaque mouvement de progrès technologique, il y a des paniques technologiques où on pense que ça va corrompre les gens et leur faire croire des sornettes. Oui, il y a parfois un peu des sornettes qui sont aidés dans leur diffusion, mais il y a aussi plein de mécanismes qui permettent d'améliorer la qualité de l'information que les gens communiquent et lisent. Et du coup, il faut éviter, je pense, un peu ces paniques morales un peu Mhm. simplistes. Au sujet du monde, oui, je vois, je ne suis pas le seul à avoir quelques réserves sur les aspects agronomie et agriculture quand c'est signé Stéphane Foucard. Enfin, j'avoue que oui, j'ai un petit peu des réticences vis-à-vis du travail de ce journaliste, moi aussi. Euh, Je suis pas un grand fan de Stéphane Foucard non plus. Attends non plus, non. Donc le monde pour l'info générale, mais pas pour l'analyse politique, par pitié, ils sont claqués au sol de ce point de vue-là, nous dit Bob Lecon, c'est une opinion. On sort de mon champ de compétences, il y a peut-être une réponse un peu plus utile que la mienne, hein, au sujet de l'analyse politique du monde. Tu me demandes à moi? Oui.
Bah, Le Monde, voilà, c'est un journal, sérieux, de centre-gauche, donc évidemment, si tu es de sensibilité, antifa, tu vas trouver qu'ils sont, bourgeois et qu'ils sont des agents de la contre-révolution, mais c'est quand même plutôt un journal assez Oui, tout à fiable. fait, tout à fait. En tout cas, sur les questions politiques, économiques, et cetera, c'est sérieux. Moi, je regrette un peu leur couverture des questions un peu scientifiques ou le côté vulgarisation. Je trouve qu'ils publient beaucoup de colonnes, écrites par des gens, pas très rigoureux, mais très connus, genre, je sais pas moi, des Edgar Morin, des Alain Badiou. Ils Mhm, adorent, publier des mhm. éditoriaux ou des tribunes de ces gens-là et puis Ouais. toi, quand tu es un jeune chercheur, qui fait Ouais. des trucs expérimentaux, ils Ouais, publieront jamais ta ouais, ils il y a le publieront côté jamais name ta tribune, quoi. dropping, Enfin, ouais, oui, il c'est y a le beaucoup côté name dropping quand même. panthéon, Ils panthéon des regardent pas trop le CV des certitudes. gens, quoi. Ouais, c'est un côté panthéon des certitudes, un petit peu, le monde. C'est Que ça, je puis lis c'est quand même, depuis longtemps. encore beaucoup l'autorité donnée à des grandes figures des humanités plus que vraiment de la science, et Mhm. cetera, et ils sont quand même un peu lents à s'adapter aux révolutions scientifiques, quoi. Genre, la publication en anglais international plutôt que Ouais, l'essai grand ouais, public, ouais. le recours à des études expérimentales et pas juste à de la théorie au doigt mouillé. Enfin, ils sont pas encore trop au courant de comment l'académie a changé, Mhm, quoi. mhm, Mais bon, c'est un bon journal quand même, hein, c'est un des mhm. meilleurs Tout trucs à qu'on a en fait, oui, tout France. à fait, tout à fait. Et Samuel Et Vimère puis je dit parle quelque... avec ma propre haine parce que je me suis fait rejeter au moins 2 tribunes. Je suis un Euh, hater. Il y a Samuel Vimer qui dit niveau science en général, le monde est à déconseiller, c'est possible, hein. Et il vaut mieux aller au Point ou au Figaro, même si vous êtes de gauche. Par contre, analyse politique, j'en sais rien. Alors ça, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, Ouais. de Alors là, tu mets le doigt sur un lire. truc important. Ouais, hein, je termine la phrase et tu réagis à la chose. C'est très important de lire une presse qui n'est pas de votre opinion politique. C'est Ouais. quelque chose que je fais en gros. Alors, je vous avouerai que depuis quelques années, je lis plus vraiment le Figaro, que j'ai lu passionnément, même si j'étais rarement d'accord avec. Je pense, par exemple, Raymond Aron. Bah, à chaque fois que je lisais Raymond Aron, bon, il avait des biais qui sont pas les miens, des orientations politiques qui sont pas les miennes. Enfin, c'était quand même la masterclass d'un point de vue pensée. Et c'est extrêmement important de ne pas s'enfermer dans sa bulle de filtre. Bon, maintenant, on Tout à commence fait. à savoir ce que c'est avec les réseaux sociaux et avec les moteurs de recherche, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. En tant qu'universitaire, moi, ça a toujours été ma formation, d'avoir des sources les plus diverses et surtout ne pas privilégier les sources qui vous disent quelque chose qui est conforme à ce que vous voulez Ouais, ouais, échanger. entièrement d'accord, Sébastien. C'est important de sortir de sa chambre d'écho, Ouais, de ouais, s'exposer à ouais, différents types d'informations. ouais, On sait que psychologiquement, quand une information ouais, s'aligne avec ce que vous croyez déjà, elle est plus ouais, facile à ouais, traiter, ouais, elle est plus ouais, agréable, il y a ouais, plus de ouais, fluence, ouais, etc. ouais. Il faut pas confondre les deux. Il faut pas Mhm. confondre ça avec la vérité. Ouais, tout C'est à pas parce fait, qu'un tout à truc est fait, plus fluide intellectuellement ou semble plus tout à fait, familier qu'il est tout à plus fait. vrai, nécessairement. Il faut être prêt à remettre en question un peu ses croyances et les narratifs auxquels on adhère. Quand on est, je sais pas, d'extrême droite, il faut être prêt à lire vraiment les stats de l'immigration, pour découvrir qu'il Ouais, n'y a pas vraiment de grand remplacement. Quand on est de gauche, il faut se méfier d'un éventuel catastrophisme excessif sur le changement climatique ou envisager que l'idée, par exemple, que les différences de sexe au plan psychologique entre les hommes et les femmes, c'est que de la socialisation, ben, c'est peut-être un peu du discours militant quand même, et c'est quand même pas forcément très bien documenté par la science psychologique. Pour donner des exemples hein, volontairement provocants mais importants de mésinformation. Toutes les cultures politiques ont de la mésinformation, d'accord. Toutes les cultures politiques créent leur identité et leur sens autour de grandes valeurs sacrées, de grands récits fédérateurs, souvent des récits sur qui sont les opprimés, qui sont les oppresseurs, et cetera. Et ça nourrit un peu des formes de mauvaise foi, de lecture un peu sélective de l'information, de la presse, des données scientifiques, qui amènent chaque culture politique à avoir un peu sa petite mésinformation, ses petites fake news préférées. La gauche, notamment américaine, aime bien dire, bah, nous, on est le côté de la vérité scientifique, là où les trumpistes sont dans la fake news avec la post-vérité et le rejet du changement climatique. C'est sûr que les trumpistes sont beaucoup sujets à des théories du complot et des choses fausses, c'est totalement vrai, mais la gauche américaine a aussi ses narratifs mésinformés. Par exemple, voilà, comme je le disais tout à l'heure, la dénégation des différences psychologiques de sexe, dans la gauche occidentale, c'est un truc, je pense, qui est un bon exemple. Le rejet des influences biologiques ou évolutionnaires sur le comportement humain, c'est aussi un bon exemple, je pense, de mésinformation de gauche. Qu'un auteur comme, par exemple, Dan Williams, que j'aime beaucoup, un philosophe anglais, qui tient le Substack Conspicuous Cognition, cognition ostentatoire, a nommé
highbrow misinformation, c'est-à-dire en gros mes informations chic, mes informations progressistes. La mésinformation qui n'apparaît pas comme de la mésinformation, parce qu'elle aide des narratifs progressistes, de féminisme, d'antiracisme, d'égalitarisme, et cetera, qui sont nobles, qui sont bien intentionnés, mais qui peuvent nourrir des formes de mauvaise communication et de distorsion du débat public sur des questions scientifiques complexes, controversées, sur lesquelles les gens vont potentiellement se planter sans savoir qu'ils se plantent. Voilà, donc oui, consommer une diversité de podcasts, de sources d'informations, très important. Aller mettre ses croyances à l'épreuve, fréquenter des gens qui sont compétents intellectuellement et de bonne foi, mais du camp adverse, pour qu'ils vous Mhm. mettent à Tout l'épreuve. à fait. Tout à fait. C'est un des meilleurs Tout à usages de fait. votre temps que vous puissiez Ah faire bah sur les questions évidemment. sociétales et politiques. Évidemment. Et chasser une bonne fois pour toutes le déshonneur par association de vos pratiques et de vos cerveaux. Parce que c'est un Totalement. poison. C'est un poison. Un poison Tu veux dire comme une autre. l'idée qu'il est humiliant ou rabaissant d'aller discuter avec le camp d'en face, quoi, Oui, c'est c'est ça? ça, c'est ça, c'est ça. Ou de vraiment shame on you. Ouais, lui c'est un facho parce qu'il discute avec un facho ou avec quelqu'un dont on dit qu'il est un facho. C'est absolument Ouais. insupportable. Tiens, en fait, Sébastien, laisse-moi une Oui. seconde pour faire la promotion de mon compte Instagram, Ah parce ben que j'ai avec fait une le plus vidéo. grand plaisir. Tu mets le lien J'ai dans le petit chat que je puisse reposter ton... donc j'ai déjà j'ai fait, posté le lien. récemment une vidéo sur, un peu ces mécanismes de puritanisme idéologique et ce que tu trouves souvent dans le Ouais, militantisme, ouais, radical, de ouais, gauche et de droite, où en ouais, gros c'est perçu comme humiliant et compromettant ouais, d'aller discuter avec le camp d'en face. ouais. Bah, j'ai fait une vidéo là-dessus Alors que justement et non. j'ai fait des vidéos sur d'autres sujets et j'invite Mhm. tes petits, téléspectateurs et téléspectatrices à aller regarder, ce que je fais en me followant sur Insta, antoine.marie.sci. Je fais aussi des petites vidéos face caméra sur des questions de relations entre les sexes, de psychologie politique, et cetera, qui peuvent intéresser. D'accord. Et J'y parle notamment de féminisme et de masculinisme aussi. ouais. Et je viens de remettre donc le lien vers ton site web avec tous les liens. Et je viens de mettre Merci. également, donc allez suivre Antoine donc sur son compte Insta. Insta Merci beaucoup. que je vais commencer à investir de façon régulière maintenant que j'ai le temps de le faire. Nous sommes sur Vous avez le droit pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore bien la chaîne. Vous avez le droit existe sur YouTube depuis 6 ans. Je suis enseignant-chercheur enfin, j'étais enseignant-chercheur jusque au début de la semaine, puisque j'ai quitté l'université avec quelques années d'avance pour me consacrer à 100% à la vulgarisation du droit. Et aujourd'hui, nous recevons le copain Antoine Marie. Antoine Marie, qui est docteur en sciences politiques et un spécialiste de la psychologie politique, dont il est un des rares représentants une sorte de drôle d'oiseau. Hein. Un tout petit peu, ouais. Mais j'assume, j'assume. Mais tu as parfaitement raison, je crois que c'est ce qui nous a rapprochés quand ils se sont rencontrés il y a 2 mois, donc on rencontre de l'esprit critique. Alors, d'autres questions, d'autres remarques. Ah, une petite question provocatrice que j'ai vu passer tout à l'heure. Un doctorat en sciences sociales ou humaines est-il un véritable doctorat ou pas? C'était la provocation. Vas-y. Alors ça va dépendre des conditions dans lesquelles il est fait. Moi, mes conditions, elles étaient quand même assez sérieuses. Je pense qu'elles étaient ce qu'il y avait de mieux, ce qu'on peut avoir de mieux en France. Ouais, J'avais un financement doctoral. ouais. C'était un travail à temps plein, du lundi au vendredi, et souvent le samedi, pendant 3 ans. J'étais dans un des meilleurs labos de France. Enfin, je dis pas ça pour m'envoyer des fleurs à moi, mais pour Mhm, défendre mhm. l'institution, hein, quand même le prestige de la chose. Ma thèse, c'était 3 articles qui ont été soumis ensuite à des revues, scientifiques internationales avec revues par les pairs. Tous les articles ont été publiés dans des bonnes revues, à impact factor au moins 4 ou 5. Pas forcément à la date de la soutenance, c'est vrai. Donc en ce sens, la thèse en elle-même était plus fragile que le contenu auquel elle a ensuite donné lieu. Mais c'était quand même 3 manuscrits, enfin 4 manuscrits avec une introduction, une discussion générale, tout écrit en anglais avant ChatGPT. Euh, j'ai fait l'effort d'écrire ma thèse en anglais, voilà, de maximiser le potentiel de publication scientifique ensuite. Pas juste une longue monographie que personne ne lira, mais vraiment des choses qui vont être publiées. Et puis à chaque fois, des études à l'intérieur, dans chaque article, expérimentales, quantitatives, répliquées, avec des financements qui étaient nécessaires, hein, que mon directeur Brent Strickland a apporté. Merci à Brent. Toutes les études étaient préenregistrées, comme je disais tout à l'heure, hein, tu engages à l'avance tes analyses, tu mens pas sur tes résultats, etc. Donc
quand même, je pense qu'on a repris pas mal les standards de rigueur scientifique qui étaient disponibles à notre époque et on a fait un bon taf. Mais il y a des thèses qui peuvent être un peu plus douteuses, hein. Des thèses qui vont consister seulement en un commentaire littéraire d'un texte, où tu fais de l'interprétation et du rapprochement de texte et tu dis des choses qui sont ni vraies ni fausses. Pour moi, c'est pas de la science, hein. Et puis après, il y a toute la question des thèses sans financement qui sont plus difficiles à conduire, pour les personnes, qui amènent au burn-out et qui, impactent la qualité du travail, même si elles peuvent être quand même, relevées avec brio, mais c'est plus compliqué. Mhm. Ouais, c'était mon cas. J'ai fait une thèse sans financement. Ouais. Et j'ai vécu de privation et encore pas tous les jours quand j'étais thésard. Et ben, Ah, une question intéressante parce félicitations. que ça me. Merci, ça me. Une question. Ça me parle pas des masques, dit Samuel Vimer. Est-ce que la notion de tenaille identitaire que j'ai déjà entendue pour expliquer l'hyperpolarisation de la politique a une existence réelle? C'est une expression que j'ai rarement vue, ça te parle? Ouais, j'ai jamais Ouais, entendu cette ouais, notion ça non te plus. parle pas non plus, non, bah, ouais, écoute, ça me rassure, je suis pas le seul. Nous sommes deux ignorants. Au moins sur la tenaille identitaire. Si tu as des sources sur le sujet, Samuel Lumaire, n'hésite pas à nous les soumettre, c'est intéressant. Euh, voir que le niveau de radicalisation, oui, au sujet, faut-il discuter avec les masculinistes? Ça, c'est quelque chose. Je m'inspire beaucoup de la pensée ah, comment il s'appelle flûte, c'est cet historien de l'Antiquité qui a beaucoup écrit sur la. Ah, flûte, très, très connu, Paul quelqu'un qui est Venn, mort, non, qui est mort il y a une dizaine d'années, qui a beaucoup écrit sur. Jean-Pierre Verland. Euh, non, 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 attends, laisse-moi terminer que tu vas proposer le nom parce que ça veut dire, ah bah oui, bien sûr, qui a beaucoup écrit sur la lutte contre le révisionnisme, etc. Les assassins de la mémoire. Euh, Je suis pas assez historien pour voir. Attends, je regarde ce que vous voulez. si tu connais forcément son nom, tu connais forcément son nom, c'est juste qu'il me sort de l'esprit. Si vous voulez m'aider dans le chat, j'ai une petite mémoire. Quand je mobilise pas un nom, quel. Ah oui, Vidal-Naquet, l'historien Vidal-Naquet, de voilà, l'Antiquité, Vidal-Naquet. La pensée de le, fi- Vidal-Naquet. le, euh, le fils de euh, résistant. J'aime beaucoup la distinction qu'il disait. Il disait il faut pas discuter avec ces gens-là, mais il faut discuter de ces gens-là. Hein, et quand quelqu'un disait faut-il discuter ou pas avec les mascus, peut-être pas, mais discuter de ce que font les mascus, de ce que disent les mascus et de ce qu'ils ne font pas et de ce qu'ils ne disent pas. Là, en revanche, il y a un véritable champ. Bah, je pense qu'idéalement, il faut faire les deux. C'est-à-dire, Mhm. donc, par mascu, on veut dire cette espèce de retour un peu d'une culture très viriliste, qui refuse un peu le féminisme, qui affirme éventuellement la supériorité des hommes sur les femmes, avec un peu un culte de la violence, de la dureté, de la compétition et tout. Si on veut faire bouger ces gens idéologiquement et les rendre moins misogynes et plus déconstruits, comme on dirait chez les bobos de gauche, moins obsédés par la virilité et plus capables d'avoir des relations épanouissantes avec les femmes et tout, il faut parler d'eux au sens où il faut dire que c'est une menace sociétale, il faut faire connaître ce problème et faire de la prévention dans les écoles, dans les collèges, mais il faut aussi parler avec eux pour les déradicaliser un petit peu, aller à leur rencontre, ne pas les insulter, ne pas les déshumaniser. Il ne faut jamais insulter, déshumaniser, mépriser les gens. Même les néo-nazis du Ku Klux Klan américain, il faut aller à leur rencontre si possible et leur parler avec respect. Et ça peut marcher, parce que ça introduit du doute dans leur système. Ils se rendent compte qu'on peut les respecter. Souvent, leur haine vient du fait qu'ils ont l'impression d'être pas respectés et méprisés et isolés. Et quand on leur montre de l'humanité et de la compassion, et qu'on leur donne des bons arguments en les écoutant, on peut les faire bouger idéologiquement. Pas forcément en une seconde, en une conversation, mais en tout cas on maintient un lien qui garde la porte ouverte. J'en veux pour preuve, dans le cas des néo-nazis américains, le travail de Dia Han, qui est une documentariste très intéressante, qui a fait tout un film où elle va à la rencontre de néo-nazis et elle se lie d'amitié avec eux et elle en fait sortir plusieurs de leur idéologie extrême. Et il y a aussi l'exemple de Daryl Davis, un musicien de jazz américain renois, très ventripotent, très sympathique, qui est devenu pote avec plein de membres du Ku Klux Klan et qui les a fait sortir du clan. Il est interviewé notamment par Yasha Mounk, qui est un philosophe américain très intéressant, sur son Substack il y a quelques mois. Je vous conseille d'aller voir ça. Daryl Davis, Yasha Mounk, c'est une magnifique discussion sur les méthodes de Daryl Davis. Voilà, personne qui a étudié la radicalisation dirait il faut rajouter de l'huile sur le feu en excommuniant complètement ces gens et en les virant. Bien sûr, si c'est des criminels dangereux, il faut pouvoir les mettre en prison. Mais Et autre s'ils n'ont chose. pas commis de délit ou si on n'a pas de raison de penser qu'ils vont passer à l'acte,
La meilleure technique pour les faire bouger idéologiquement, c'est encore de les respecter et d'aller les voir. Le problème étant, bien sûr, qu'on ne peut pas forcément toujours les repérer. Et la manosphère, c'est un truc qui est distribué, digital, un peu virtuel. Du coup, bon courage pour aller trouver ces gens voilà, le caractère privé des données, etc. On ne peut pas forcément les identifier. Mais si vous avez des petits cousins ou autres dans votre famille dont vous pensez qu'ils sont tentés par des discours masculinistes, gardez le lien et argumentez. Défendez les intérêts des femmes sans conspuer les hommes pour leur enlever des raisons d'être masculinistes, à mon avis. Et dans un domaine différent qui m'a toujours beaucoup amusé, à savoir le milieu des platistes, il y a un reportage qui est fort intéressant qui doit s'appeler Behind the Curve, au-delà de la courbe, hein, où il suit justement des platistes. Et certains, bon, sont barrés, mais d'autres ont un esprit rationnel et essayent d'essayer de démontrer en quoi ils se trompent éventuellement. Alors ils s'y prennent mal, ils n'y arrivent pas parce qu'ils essayent de mesurer si la Terre est plate ou si la Terre est courbe en envoyant un faisceau laser. Et c'est très intéressant parce que le journaliste, là aussi, sans quand même barré comme Pierre-Emmanuel, bien évidemment, qui essaye donc de démontrer que la Terre est plate en mesurant le faisceau laser. Et donc ils n'y arrivent pas parce que leur faisceau laser n'est pas assez puissant, ils ne s'y prennent pas bien d'un point de vue expérimental. Mais certains sont réellement de bonne foi parce que le documentariste leur pose la question et leur demande, mais et si vous arriviez à prouver ça, qu'est-ce que ça ferait pour votre opinion platiste? Et certains, honnêtement, disent, ah bah oui, ce serait embêtant. Et de même qu'il y a eu le platiste là qui a été emmené donc au pôle Sud et qui a changé d'avis. Je ne sais pas si tu as vu ça, je trouve ça très intéressant de voir que au moins une partie de ces gens sont capables de changer d'avis, ce qui n'était pas forcément évident. Donc je t'interromps, je te Non, redonne mais la parole, excusez-moi. j'ai pas vu ce clip-là. C'est rassurant si Ouais, des gens ouais, qui ont été ouais, amenés vers des ouais, croyances ouais, un peu extrêmes ou ouais, fausses ouais. sont en fait suffisamment motivés par la vérité pour revenir vers une position raisonnable après avoir Ouais, eu des preuves empiriques qu'il s'est trompé, etc. C'est rassurant. Ça veut dire qu'ils avaient une vraie motivation à la vérité. ouais. Ça veut dire que ces croyances platistes ne sont pas juste des signaux d'appartenance à un camp anti-establishment, etc., comme on peut parfois le défendre dans les sciences sociales et tout. C'est aussi un vrai processus épistémologique de recherche de la vérité qui peut amener les gens à réviser leur jugement, enfin, qui est compatible avec une révision du jugement des gens. Euh, un truc, je pense qu'il faut peut-être dire, c'est que il y a plein de croyances qui sont fausses scientifiquement, mais qui sont quand même intuitives. Et il y a plein de croyances qui sont vraies scientifiquement, mais qui sont contre-intuitives. Et les gens, en général, ne maîtrisent pas les arguments rationnels à l'appui d'une croyance vraie, comme l'idée que la Terre est ronde. C'est pas facile de démontrer que la Terre est ronde. Il peut y avoir des bons arguments à l'appui de l'idée que la Terre est plate. Et la plupart des gens qui croient que la Terre est ronde ne le font pas sur la base de bons arguments, qu'ils ont bien compris. Ils le font sur la base d'une confiance dans l'opinion majoritaire des scientifiques. Et c'est rare qu'on ait reason our way through tous les bons arguments pour arriver à une conclusion vraie. En général, on fait confiance aux autorités. Et on ne sait pas soi-même évaluer les bons arguments, etc. De même, si tu demandes aux gens, bah, pourquoi en fait c'est vraiment mal d'avoir une dictature? Pourquoi est-ce que la démocratie c'est mieux? C'est des questions tellement basiques que les gens se posent jamais, que souvent les gens y répondent très mal et défendent l'idée que la démocratie est bien de manière très maladroite. Ils n'ont pas des bons arguments. Parce que c'est complètement majoritaire et consensuel, du coup ils les justifient pas ces positions. Mhm. Ils héritent cette position, cette doxa, de l'opinion majoritaire dans leur société, mais ils ne savent pas vraiment la défendre précisément. Il faut bien distinguer la vérité d'une idée, la vérité d'une conclusion, et la rationalité du chemin par lequel on arrive à cette conclusion, et la maîtrise qu'on a, et potentiellement qu'on n'a pas, des arguments à l'appui de cette conclusion. Tu vois un petit peu là, parce que le ton commence un petit peu à monter dans le chat, hein. Euh, alors, je reprends les échanges, hein. Alors, et oui, c'est Thomas Knight Temple. Je retrouve ton message. Tu viens de te connecter pour la première fois. Bonjour à toi et bienvenue. Et tu dis, on parle beaucoup des masculinistes, mais pourquoi ne critique-t-on jamais les féministes radicales qui détestent les hommes et souhaitent leur disparition?
Ce à quoi ça a immédiatement suscité la réaction de quelqu'un qui se manifeste également pour la première fois dans le chat. Et bienvenue à toi également, Major Grim, que tu dis parce qu'elle n'existe que dans tes fantasmes. Alors, est-ce que tu peux rebondir là-dessus, Antoine? Je vais rebondir avec plaisir Oui, là-dessus. Juste donne-moi une seconde. oui. Il fait 35 degrés dans ma Oui, chambre d'accord, d'accord, d'Oléron. d'accord, Je vais aller me d'accord. prendre un petit verre Eh bien, d'eau et un tout petit goûter et je reviens tout de suite, d'accord? il n'y a pas de problème. Donne-moi Je 2 vais minutes. en profiter. Prends ton temps, J'arrive. Antoine. Je vais en profiter. Donc, la tricotime, pour vous parler du programme de ces des prochains lives. D'habitude, nous nous retrouvons 2 fois par semaine, le soir, le mardi et le vendredi. Mais depuis que j'ai quitté l'université depuis une dizaine de jours, depuis une semaine, j'ai quitté l'université pour me consacrer entièrement à la vulgarisation, on va se rencontrer un petit peu plus régulièrement. Donc aujourd'hui, nous sommes donc avec Antoine Marie, qui est spécialiste de sciences politiques, et plus précisément de psychologie politique. C'est un drôle d'oiseau, il est un petit peu rare dans la sphère française à ce sujet-là. Nous nous retrouvons également vendredi 17. J'ai pas encore déterminé quel était le sujet. La semaine prochaine, on se retrouvera au moins 2 fois. Le mardi 21 pour le Colmoiti, tu peux. C'est du pur LOL, c'est du pur chill, c'est du pur divertissement. C'est un peu les grosses têtes sur Twitch. J'invite quelques influenceurs, quelques influenceuses. Je leur pose des questions, ils cherchent à donner une réponse, pas forcément exactement, en tout cas drôle, le plus vite possible. Et vendredi de la semaine prochaine, nous recevrons quelqu'un qui est passionné et qui fabrique des harpes laser. J'ai pu jouer avec une harpe laser l'autre jour en convention. Tout ceci pour vous expliquer ce que je fais sur Twitch depuis 4 ans maintenant. J'ai créé la chaîne, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore, j'ai créé la chaîne il y a 6 ans, la chaîne YouTube il y a 6 ans. On en est maintenant, il y a le compteur derrière moi, parce qu'un YouTuber digne de ce nom ne peut pas vivre sans un compteur d'abonnés, bien évidemment. Et on est à 337 000 ou 338 000 abonnés tout de même. Avec l'arc laser, il faut faire gaffe à ne pas se couper les doigts avec les cordes. Alors, Franck nous racontera la semaine prochaine qu'il a souhaité vraiment que tout le monde puisse jouer avec l'arc laser, parce que c'est pas quelque chose qu'on approche, c'est pas très très courant, et donc il a pris tout un tas de précautions, parce que ça reste un laser, hein, même si c'est un laser de faible puissance, celui qu'il mettait à la disposition des visiteurs et des visiteuses. Ça n'en reste pas moins un laser, donc c'est dangereux. Il y avait tout un tas de, de- de mesures de sécurité pour éviter les accidents. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous, hein. Certains et certains d'entre vous apparemment découvrent la chaîne ou tout au moins se sont manifestés pour la première fois dans le chat. Merci de le faire de façon mesurée. On a parfaitement le droit de ne pas être d'accord, mais la complexité du monde et la complexité de la pensée fait que il est tout à fait important de ne pas être d'accord. Je détesterais, comme disait un de mes maîtres à penser, je regarde en l'air parce que j'ai 2 maîtres à penser, hein, dont Groucho Marx, 2 photos de mes maîtres à penser dans mon studio, pour vous donner une idée de mon esprit de sérieux. Il y a Pierre Dac, qui était un humoriste français que j'ai toujours beaucoup admiré, et d'autre part, il y a Groucho Marx, et Groucho Marx qui disait « Je ne voudrais pas jamais faire partie d'un club qui m'accepterait pour membre ». Et revoici notre ami Antoine qui est allé se chercher son goûter. Manger son 4 heures, c'est quelque chose d'essentiel. Je le fais tous les après-midi en compagnie de ma responsable de Fondal. stage tricotine. Fondamental. Tu veux qu'on reprenne Oui, oui, prends le temps de au déguster, niveau prends le temps du, de du clash déguster. entre les Ouais. masculinistes et les féministes? Alors oui, c'est quelque chose qui est fort intéressant et fort inquiétant. Et c'est pas euh, mettre sur le même plan masculiniste et féministe, c'est par définition ne pas comprendre ce que c'est que le féminisme et ne pas comprendre ce que c'est que le masculinisme. Antoine. Ouais. Je pense que pour comprendre ce match, il faut comprendre la psychologie fondamentale. Euh, D'un côté, je pense, c'est incontestable que à la fois des féministes et des masculinistes peuvent se polariser, développer des niveaux de haine tels que chaque camp va parler du camp adverse de manière très haineuse, etc.
Chez les masculinistes, c'est évident qu'il y a une posture, anti-féministe, anti-femme et cetera. C'est aussi le cas chez certaines féministes qu'il peut y avoir des discours un peu misandres, un peu englobants, «all men are trash», ce genre de choses. C'est pas toujours dit de manière parfaitement sérieuse, premier degré, mais c'est quand même écrit sur les réseaux sociaux, donc ça peut avoir des répercussions en alimentant certaines formes de défiance et de volonté de backlash, de répondre du côté, masculin. Donc voilà, si tu comprends la psychologie fondamentale, je pense que c'est incontestable que tous les humains peuvent se polariser et développer des formes de rhétorique haineuses et déshumanisantes. Maintenant, c'est aussi le cas qu'il y a des grosses différences de psychologie de sexe entre les hommes et les femmes et c'est exceptionnellement rare qu'une femme soit prête à commettre des niveaux de violence comme, beaucoup d'hommes en commettent. Hem, le pire truc qui peut arriver à la plupart des femmes, c'est d'être violée ou d'être assassinée par, un homme ou un conjoint. Le pire truc qui peut arriver à la plupart des hommes, venant des femmes, venant des hommes, ça peut être aussi assassiné et cetera, mais venant des femmes, ça va être de se faire moquer ou de se faire rejeter dans une situation romantique. Donc c'est pas vraiment le même ordre de grandeur, quoi. Les hommes commettent l'immense majorité des violences dans la société, autour de 90. Il y a clairement un coût social et économique, de cette propension comme ça à la domination, à la prise de risque, à la violence et tout, qui est incontestable et du coup, il y a pas vraiment de symétrie, je pense, entre, les violences que les mouvements masculinistes ou que les hommes, mal avertis peuvent infliger aux femmes et ce que les féministes, même les plus radicales, peuvent infliger aux hommes. Mais c'est le cas qu'au niveau de la rhétorique et des processus psychologiques, les 2 camps peuvent développer des formes déshumanisantes de rhétorique et des attitudes haineuses par rapport à l'autre camp. Voilà, j'aurais cette espèce de réponse un peu nuancée il peut y avoir de la polarisation dans les 2 sexes, mais c'est le cas aussi quand même que les hommes constituent une plus grande menace que les femmes, en tout cas une menace physique. Moi, je vois qu'un modo a supprimé des messages. J'ai pas forcément vu lesquels. En tout cas, Monsieur Panda te dit merci Antoine-Marie d'apporter un petit peu de nuance. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Quelqu'un disait, il faut pas confondre la misandrie et le féminisme. Tout à fait. On est bien d'accord. Je m'attendais pas à part. Enfin, je m'attendais pas. Si, je m'attendais un petit peu à ce qu'on aille aussi sur ce terrain qui est fort intéressant, mais qui est glissant également. Et Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut avoir le courage de le traiter. tout à fait, tout à Et fait. tu sais, dans mon expérience, bon, j'ai pas encore de poste au CNRS, donc on verra comment ça va évoluer, mais dans mon expérience, hem il faut avoir du courage intellectuel dans la vie et quand tu traites les choses avec rigueur, une bonne foi manifeste et de la nuance, toutes les conversations passent, tu vois? Souvent les gens, en fait, comme justement on est calibré pour Prendre surdétecter la la posture. menace et les risques réputationnels d'aborder certaines questions, on ferme sa gueule, on est timide, on s'auto-censure, on n'ose pas aborder les sujets et en fait, si on fait ça avec compétence, nuance et une bonne foi manifeste, les gens te tolèrent pas mal de choses, te pardonnent beaucoup de Tout à choses, fait, y tout à fait, compris des petites approximations, des choses avec lesquelles ils sont pas tout à d'accord, fait, mais s'ils ont vraiment l'impression que tu es de bonne tout à foi fait, dans ton traitement de la question, ils te laissent t'exprimer. tout à fait, tout à fait. Moi, je le vois avec la vulgarisation que je fais, parce qu'évidemment, mes opinions politiques, qui sont relativement claires, n'influencent jamais, évidemment, mes analyses juridiques. Je ne vais pas, à mon âge, me ridiculiser publiquement en soutenant quelque chose qui est contraire à la réalité juridique, bien évidemment. Mais il y a pas mal de gens, même s'ils ne sont pas forcément d'accord avec mes idées politiques, dans la mesure où elles n'influencent pas mes analyses, apprécient, suivent mes vidéos, les apprécient, les commentent de façon positive. Donc, histoire une fois de plus de lutter contre cette bipolarisation qui m'insupporte. On se calme un petit peu dans le chat, s'il vous plaît. Antoine. Bah, faudrait peut-être, expliquer à tes followers que, il y a des techniques de communication non violente, qui seraient utiles d'imiter. Donc les gars, les filles, il faut jamais répondre du tac au tac à un truc qui vous indigne, dans un chat parce que les chats ça supprime, l'empathie, ça Ouais, augmente, la propension un peu ouais, à déshumaniser et cetera. On n'a pas en face de soi quelqu'un qui est visible avec son visage, son humanité, son incarnation. On a juste un label, un hashtag, une handle. Il faut se retenir de répondre tout de suite, il faut attendre que l'émotion redescende et il faut essayer d'avoir les discussions en face to face. Alors après, j'entends que bien sûr, là, c'est peut-être des gens qui se connaissent pas du tout et qui ont pas cette motivation. Mais si vous avez ever un conflit avec quelqu'un, essayez
Essayez de le régler toujours par un appel téléphonique au minimum ou une discussion en face à face, en vidéo par exemple. Plus le médium est riche, plus il y a de canaux de transmission d'informations en même temps, pas que le contenu propositionnel, intellectuel discuté, mais aussi le son de la voix, l'image du visage, etc. Plus votre propension à être pas constructive, à être conflictuelle et à être insultant va Tout à diminuer. fait, tout à fait. Et par ailleurs, rappelez-vous la phrase secrète de mon ami Peter Barrett, qui est spécialiste de gestion de conflits. Plus un sujet vous tient à cœur, moins votre capacité à le conduire, à le traiter de manière productive et constructive décroît. Enfin, plus elle décroît. Tout à fait. D'accord? On pourrait avoir l'impression qu'on est très très bon sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Non, en fait, souvent, rhétoriquement, c'est les sujets sur lesquels on est les moins bons parce que on a plein d'arguments à l'appui d'une position qui est la nôtre, mais on est mauvais pour voir la pertinence de ce que dit l'autre et pour être nuancé. Donc il faut se dire que quand un sujet évoque de fortes émotions en vous, vous risquez de merder dans la réponse que vous allez Ouais, ouais, donner à votre interlocuteur qui est pas d'accord avec vous. tout à fait, tout à fait. Et ça veut dire en gros éliminer le rage kit de vos pratiques. Ouais, ça, c'est Ouais. quelque chose. Euh, donc, on continue de se calmer. Alors, c'est rare qu'on ait des difficultés dans le chat d'ensemble. J'ai vraiment une communauté qui est très bienveillante. Merci à toutes et à tous de vous respecter. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais bon, les débordements ont été très mesurés, hein. J'ai vu tellement pire ailleurs que je ne peux évidemment pas vous en vouloir. Mais oui, et si on essayait un petit peu d'avancer un petit peu vers les choses intéressantes que nous apporte Antoine aujourd'hui, hein, plutôt que cette petite bataille dans le chat. Merci. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, mais c'est moi qui m'étais arrêté. Bah, tu me fais penser au fait que j'ai écrit un chapitre de bouquin et j'avais pour projet d'écrire un livre sur comment rendre les discussions politiques plus productives. Ah oui, au sujet. Bah, un de mes articles dans The Conversation, c'est ça, mais bon, il est très court, hein, voilà. Il faut plutôt aller voir mon chapitre de livre que vous pouvez trouver sur mon site. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais en gros, les discussions politiques, il faut essayer de les conduire avec un esprit de curiosité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, je dois gagner un argumentaire, je dois gagner une joute. Il faut plutôt se dire, j'arriverai probablement pas à convaincre la personne tout de suite à court terme. Essayons plutôt d'apprendre des choses de son point de vue et de sa vision du monde. Et essayons de remettre à plus tard le moment où je vais essayer de la persuader. J'essaie d'abord d'apprendre des choses de son point de vue. J'essaie d'établir un lien de confiance avec la personne où elle se sent entendue. Et c'est à cette condition-là que je vais potentiellement arriver à la faire bouger idéologiquement, à la convaincre de mes arguments. Et pour ça, il faut appliquer le principe de charité interprétative. Jamais faire une caricature de ce que dit l'autre. Toujours essayer de vraiment reconstituer ce que dit l'autre réellement dans sa subtilité. Et c'est presque toujours un truc entendable, plus subtil qu'il en a l'air, Tout à fait, etc. tout à fait. Les gens ne sont pas fous, les gens ne sont pas des schizophrènes dévergondés qui hallucinent des réalités Tout à parallèles. fait. Ils capturent la réalité par petits snapshots, par petits morceaux. Ils en font des lectures simplistes, mais ils hallucinent rarement complètement des faits. Je dis pas que ça arrive jamais, ça existe les fake news, mais c'est plutôt rare. Donc il faut essayer d'aller en contact avec la pertinence du point de vue de l'autre, de ne pas en faire une caricature, s'intéresser vraiment à sa vision du monde, et ça établit un lien de confiance, ça envoie le signal crédible qu'on s'intéresse vraiment à ce qu'il pense. Et là, on peut non seulement apprendre des choses sur le monde social et sur d'autres cultures politiques, ce qui est génial déjà, on sort de sa chambre d'écho, on sort de de sa bulle de filtre, et aussi on se donne les moyens d'influencer l'autre idéologiquement. Tout à fait. Je remets dans le chat le lien vers le site d'Antoine. Vous aurez tout un tas de liens vers ses publications scientifiques et ses publications de vulgarisation. Allez découvrir son travail et on le remercie de venir nous apporter toute sa science, toute sa connaissance. Ah, vous avez le droit. Ça me fait penser, je vais raconter quelque chose que j'ai déjà raconté à Tricotim. Quand on a écrit un bouquin avec mon collègue et ami François Pellegrini, professeur d'informatique, on a écrit un bouquin sur le droit des logiciels libres, hein, Linux et les autres. Et avant d'écrire le premier mot, on s'était mis d'accord avec François. euh, Qu'est-ce qui se passe, parce qu'on est deux spécialistes de deux disciplines différentes, qu'est-ce qui se passe si on n'est pas d'accord? Et donc, on n'a jamais eu besoin d'aller jusqu'au bout
comment dire, du contrat moral qu'on s'était posé avant de commencer d'écrire le bouquin, qui était le suivant. Si le problème est un problème qui relève de l'informatique, c'est lui qui aurait le dernier mot. Si c'est un problème juridique, c'est moi qui aurai le dernier mot, hein, donc nos spécialités respectives. Quitte à ce que, si l'autre le souhaite, on mette l'opinion minoritaire en note infrapaginale. Et les rares fois où on n'a pas été d'accord, en fait, c'est juste qu'on ne s'était pas compris. Donc c'est une exemple d'application dans un domaine entre chercheurs, hein, et entre co-auteurs, entre amis, une application de ce que tu viens de dire et qui me semble assez démonstrative du fait que assez souvent, commencer par pas faire d'homme de paille, c'est insupportable. On a encore fait cette nuit dans commentaire sous ma vidéo concernant l'affaire Liana, hein, où on commence par m'expliquer ce que je ne suis pas pour ensuite mieux m'attaquer. C'est un bien insupportable, celui-ci, mais il y en a tellement. Ouais, ouais. Bah, il y a quelques petites, règles de pensée, heuristiques, un peu Ouais, simples à suivre pour ouais, éviter de se faire trop piéger, mais bon, elles sont pas parfaites. Quand une parole t'indigne spontanément, c'est probablement que t'as pas très bien compris ce que la personne était en train de dire. C'est probablement que ton esprit a automatiquement construit un homme de paille, ouais, ouais, une lecture pas charitable de ce que vraiment la personne elle veut ouais, dans sa ouais, tout à fait. subtilité. Si tu as tout de suite envie de lever la main en salle de classe pour donner une réponse cinglante, c'est que probablement t'as pas mis assez de réflexion dans l'écoute. Tout à fait. Si tu es choqué par une réponse, etc. Enfin, qu'est-ce que je pourrais dire? Aussi dans les communications écrites, Ouais, parfois on a l'impression que le ton de quelqu'un est un peu passif-agressif ou un ouais, peu ouais, violent. C'est probablement qu'on l'a lu de travers et que comme la présence incarnée de la personne manque, il n'y a pas son visage pour nous rassurer, on pense qu'elle se fout de notre gueule, on pense qu'elle dit un truc méchant et en fait pas du tout. tout à fait. Et du coup, il faut se retenir soi-même de dire un truc cinglant à son tour parce que sinon on escalade le conflit et là on crée la méchanceté qu'il fallait pas avoir. J'ai trop l'impression de reconnaître le Sébastien d'il y a 40 ans. J'adorais la polémique. Et il a fallu que que je m'en guérisse, hein, parce que c'était vraiment, quand je me suis rendu compte que le plaisir que je prenais à polémiquer était très 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 supérieur à l'efficacité de la chose, je me suis dit, bon, il va peut-être falloir changer de direction. Et j'ai eu beaucoup de difficultés parce que bon, j'avais suffisamment de répartie pour ne pas être pour avoir le dernier mot dans la majorité des polémiques. Et je comprends ces défauts-là, mais il faut vraiment être conscient de ça comment faire pour désescalader. Hein. Et bon, vous arrivez à le faire d'ailleurs dans le chat, même si visiblement vous êtes taquiné Ouais. sur des sujets importants. Bah, puis une couche de difficulté qui vient aussi en plus, c'est que les gens sont inégaux en introspection. Ouais, ouais. Tu vois, il y a des gens qui sont très bons pour être conscients de leurs émotions au moment où ils les expérimentent, ils Mhm. les éprouvent, mais d'autres pas du tout. Et les capacités de régulation émotionnelle, quand tu t'es aperçu que tu étais en colère, sont aussi inégalement distribuées dans la population. Et tu as des gens qui sont très bons pour faire un découplage cognition-émotion et pour regarder se regarder de l'extérieur en train d'avoir une émotion de colère ou d'indignation. Et tu en as d'autres qui n'ont pas ces capacités, ou très Mhm. peu. Mhm. Et ceux-là ont plus de chances de déraper et de devenir hostiles sur la base d'une interprétation qui n'a pas pris assez de réflexion, quoi. Oui, donc Bob Lecon, tu as bien fait de me rappeler que ta question était passée. Là, je viens de l'épingler. Tu disais, Oui. cher docteur, pensez-vous qu'il est possible d'établir un parallèle entre le niveau d'éducation et d'information qui progresse sans arrêt et le niveau de radicalité des argumentaires, en somme une essentialisation par économie d'énergie au vu de la pléthore de sujets à traiter? Waouh! Jolie question, jolie question. Euh, Vous pouvez répéter la question? Tu as sous les yeux, je l'ai épinglé, elle est en haut du chat. Hein. Pensez-vous qu'il est possible d'établir un parallèle entre le niveau d'éducation et d'information qui progresse sans arrêt et le niveau de radicalité des argumentaires, en somme une essentialisation par économie d'énergie au vu de la pléthore de sujets à traiter? C'est une très jolie question. Très jolie. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Je sais pas trop répondre. Alors, quand tu es moins éduqué, tu as plus de chances d'être complotiste.
parce que tu te sens plus, opprimé économiquement et tu as une moins bonne connaissance des institutions et cetera, donc tu as plus envie d'attribuer ce qui va mal dans ta vie à de l'intention malveillante plutôt qu'à des dysfonctionnements sociaux et économiques. Mhm. Quand tu as un plus haut QI, que tu es plus intelligent, que tu as plus de réflexivité cognitive, tu es plus capable de produire des arguments sophistiqués à l'appui de tes positions politiques. Donc potentiellement, tu deviens un meilleur justifieur de tes intérêts économiques, un meilleur justificateur de tes biais partisans, par exemple, si tu en as. C'est parce que tu es intelligent que tu n'as pas de biais partisans. D'accord? Tu peux être hyper smart. Si tu lis tout le temps les mêmes sources d'informations qui t'enferment dans une chambre d'écho, qui te disent toujours le même point sur l'immigration, toujours la même lecture du conflit israélo-palestinien, sans aucune nuance, etc., tu vas avoir des priors, c'est-à-dire des croyances sur le monde qui sont biaisées, qui ne sont pas représentatives de la complexité du monde. Et ça peut t'amener, si tu utilises ensuite ton intelligence pour produire des rationalisations, des arguments, à renforcer ce biais partisan que tu as. Donc la relation entre intelligence ou éducation d'un côté et on va dire rigueur ou connaissance sur les questions politiques, elle est assez complexe. Je cite une étude non publiée par des collègues à moi qui montre dans une vingtaine de pays de l'OCDE que quand même, ce qui est rassurant, l'éducation, le fait d'être allé à l'université et d'avoir fait beaucoup de lycées plutôt que un peu de lycée ou pas de lycée du tout, est quand même associé à plus de vigilance par rapport aux fake news, moins de propension à partager des fake news sur Internet, euh, plus, plus de connaissances un peu des consensus scientifiques sur les différentes questions type changement climatique, etc. Donc, il y a des sujets dans lesquels l'éducation va très bien corréler avec plus d'informations, une meilleure information scientifique et politique, genre changement climatique. Il y a des sujets où c'est plus ambigu. Par exemple, je pense que plus de plus d'éducation dans l'enseignement supérieur va plutôt, il me semble dans mon expérience, mais il faudrait regarder, plutôt être associé à plus de dénégation de l'idée qu'il y a des différences innées entre les sexes, par exemple. Donc voilà, je dirais que cette question est assez complexe. Mhm. D'une façon générale, plus d'enseignement universitaire associé à plus de croyances scientifiques, mais quand même, c'est plus compliqué que ça, et moins d'éducation, plus de défiance socio-économique et plus de complotisme. Mhm. Je ne sais pas si je réponds un peu à la question, mais c'est assez compliqué cette question. Elle est très Oui, tout débattue. à fait, oui, tout à fait. Très intéressante, mais très intéressant, très intéressant. En tout cas, merci la tricotine, hein. Je vois que ça vous intéresse, hein. Il y a plein de nouveaux arrivants. N'hésitez pas à follow la chaîne, hein. C'est gratuit. Vous êtes 18 506 followers et followers. Et si vous followez la chaîne, vous serez averti la prochaine fois que je serai en live. N'hésitez pas aussi à découvrir mon travail sur YouTube et le travail d'Antoine par l'intermédiaire de son site web et également de son compte Insta dont je vais redonner le lien dans 30 secondes. Je le recopie et je vous le donne. Tiens, un petit élément de réflexion que je peux peut-être développer là tout de suite, Oui. en lien avec ce qu'on vient de dire avant, c'est la chose suivante. Dans la gauche militante, par exemple antiraciste ou féministe, tu as souvent l'idée que si t'es pas opprimé, si t'es pas dominé, Oui. tu peux pas parler de Ah domination, tu oui. sais pas ce que ça fait. Tu vois? Ouais. Alors, c'est pas faux, hein, il y a une bonne intuition derrière ça. C'est vrai que, si tu pas une femme, c'est difficile de savoir ce que c'est que d'avoir été harcelé, dans la rue sexuellement ou autre. Si tu pas noir ou arabe, c'est plus difficile de savoir ce que ça, fait que d'avoir des contrôles aux faciès régulièrement ou d'avoir eu des flics qui s'adressent à toi de manière moins polie qu'à une personne blanche et cetera. Ça, c'est vrai. C'est Mais vrai qu'il y a des formes il y a des formes d'expérience du monde social, on pourrait dire de phénoménologie un peu sociale, qui sont plus difficiles à avoir quand on n'a pas la bonne catégorie démographique et en particulier quand on n'est pas les dominés. Dans le même temps, être un dominant, avoir fait des longues études, être privilégié, ça peut aussi donner une voie d'accès à des connaissances sur la domination que les dominés ne peuvent pas avoir. Si tu as fait Sciences Po ou HEC, que tu es un blanc privilégié et que tu sais comment gouverner une entreprise, comment baisser le coût du travail, comment filouter avec le droit pour ne pas donner à tes salariés je sais pas moi, les droits sociaux qu'ils méritent, ou si tu sais faire de l'évasion fiscale, ou si juste, de manière moins péjorative, tu sais comment gouverner une entreprise et les coûts économiques que ça suppose et les responsabilités que ça suppose, ben, tu es aussi en bonne position pour connaître plein de choses sur le management, la responsabilité, le gouvernement des autres, le gouvernement des activités économiques, que des subordonnés, que des personnes moins éduquées, que des personnes en bas de la pyramide ne pourront jamais savoir.
Donc c'est un peu complexe. Hem, il faut distinguer, différents types de connaissances et se dire qu'il y a des choses qu'on connaît mieux quand on est, les gagnants d'une situation, qu'on est plutôt en haut et des choses qu'on ne saura jamais vraiment what it feels like, comment c'est, si on est, pas soi-même, soumis, par exemple, à la domination, au Évidemment, pouvoir et cetera. évidemment. C'est une question assez complexe. Oui. N'oubliez jamais que, par exemple, dans les initiales LGBTQIA+, le A, la signification du A, align, allié. Hein. Et les alliés, c'est extrêmement important. Et j'avoue, je suis toujours un petit peu gêné par le discours de certaines personnes appartenant à à des minorités qui sont opprimées, de rejeter la parole des gens qui ne sont pas dans le même cas qu'elles. Ouais, et une autre distinction importante Ouais, qui est, liée un peu à ce que je disais avant, mais ouais, qui recoupe ce que tu disais, Sébastien, c'est que il y a des choses que tu ne peux connaître que si tu en as fait l'expérience ouais, personnelle, ouais, mais il y a plein de choses que tu peux connaître même ouais, en n'ayant pas fait l'expérience personnelle. ouais. Par exemple, je saurais jamais quel est le goût d'une myrtille si j'ai pas goûté une fucking Mhm, myrtille. mhm, Donc en ce sens, l'expérience du contrôle au faciès, difficile à avoir pour une personne blanche qui n'en est pas victime. mhm, Mais par contre, les statistiques de l'INSEE sur le racisme, les raisons pour lesquelles les flics ont potentiellement tel biais racial, les statistiques sur le harcèlement sexuel ou les viols, c'est des faits objectifs que les hommes peuvent très bien avoir et que les hommes peuvent très bien avoir plus que des femmes et plus que des minorités. Donc c'est complètement indépendant. Il faut distinguer la connaissance subjective que tu vas faire, l'expérience de la situation, difficile à avoir quand tu n'es pas la personne concernée, mhm, et la connaissance un peu plus structurelle de comment ça marche dans la société plus générale, les statistiques, des connaissances plus descriptives, on pourrait dire plus propositionnelles en épistémologie. Elles peuvent être acquises par tout un chacun. Et par ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'empathie et la prise de perspective et le perspective taking. On peut se mettre à la place des gens qui ont été harcelés au collège, même si soi-même on n'a pas été harcelé, et s'imaginer comment c'était. Ou moi, sur la base du fait que j'ai pu être maltraité par des gars au collège en tant que jeune garçon, je peux m'imaginer ce que c'est que d'être potentiellement victime de racisme ou de harcèlement dans une certaine mesure. C'est pas parfait, c'est pas une compassion qui est parfaite, c'est pas une prise de perspective qui est parfaite, mais elle me permet de me mettre un petit peu à la place de ces autres catégories de population qui vivent des expériences humiliantes aussi. mhm. Il ne faut pas non plus, voilà, nier notre commune humanité, une capacité à l'empathie qui nous permettent quand même de se mettre aussi un peu à la place des autres. Oui, tout à fait, tout à fait. Et Bob Lecomte réagit et me dit qu'il nuance mon propos. Il nous dit qu'il faut de temps en temps autoriser la non-mixité pour permettre aux concernés de se retrouver. Oui, tout à fait. Il faut défendre cette possibilité, mais il faut être extrêmement vigilant que les organisations en question ne soient pas uniquement sur ce schéma-là. Exactement, exactement. Exactement. Les défendre contre les agresseurs démagogues, dis-tu, mais chercher le dialogue en parallèle de cette non-mixité. Tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement. Ouais, tout à fait. Continue de lire ce que vous dites dans le chat. Fineister partage mon opinion. Isabelle Gimmer dit: Tu veux savoir comment soigner ton enfant? Tu demandes à une mère de 5 enfants fan d'homéopathie ou à un pédiatre sans enfant. Posez-vous cette question sur les sujets sociaux. Oui, joli. Joli. Je vous rappelle que nous sommes avec Antoine Marie, qui est docteur en sciences politiques et qui est un spécialiste d'une discipline rare dans le champ scientifique français, à savoir la psychologie politique. Euh, je continue de lire ce qui s'est dit dans le chat. Tout ne se voit pas en plus, handicap invisible. La tricotime, la tricotime. Est-ce que tu nous accordes encore un petit peu plus de temps? C'était donné 2 ans, 2 heures. Est-ce que tu as encore un petit peu plus de temps à nous consacrer ou pas? C'est toi qui décides, Antoine. Oui, oui, oui. Ouais. Je commence à fatiguer, mais Oui, je vois, oui, pourra, c'est ça. Oui, on bah, pourra je raccrocher les comprends, gants quand vers. j'aurai ton âge, je fatiguerai vite aussi. Hein. Ouais, bah, c'est que j'ai beaucoup écrit sur mon livre toute la journée aussi, donc. Je te taquine, tu connais mon humour, c'est ainsi. Des questions à poser liées à mon domaine, mais je sens que ce n'est pas le propos actuel, nous dit Père Moine, un fiscal, qui est un docteur, un doctorant fiscaliste, un copain qui a lui aussi une chaîne YouTube, des comptes Insta, etc., et qui est très très productif actuellement. Mhm. La loi sur la fin de vie, ah, c'est très intéressant. Ouais, tu as une approche sur le sujet, sur la loi sur la fin de vie?
dont on parle beaucoup Non, actuellement, non, non? non, non, J'ai pas assez travaillé non plus, ouais, j'ai pas assez travaillé le j'ai pas sujet étudié non cette plus. question Ah beaucoup. ouais, ah ouais. Question, en tant qu'engagé politique et féru de sociologie, la psychologie politique n'est-elle pas aussi une potentielle arme de manipulation de personnes à des fins de faire dériver le pouvoir? Joli ça. Ben oui, toute connaissance peut être utilisée Voilà, voilà, pour par principe. influencer. Par principe. Mais j'aurais tendance à dire que voilà, la connaissance et la technologie sont neutres, Mhm, moralement neutres, et t'en fais ce que tu veux, quoi. mhm. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. On est parfaitement d'accord avec la chose. Mais oui, je te vois un petit peu bien fatigué là. T'as envie qu'on se dirige peu à peu vers la fin de ce live. Bah, il fait 35 degrés Ouais. dans ma Ah pièce, oui, ah bah c'est une raison, parce que moi et j'ai eu une longue journée. je suis Mais s'il y a passé, des questions, je les écoute, hein, et je j'y suis réponds. passé du côté obscur de la force depuis un mois et demi, puisque j'ai installé une climatisation dans mon studio, et je vais te faire envie. Il fait à peine 23 dans mon studio, ce qui m'a permis de travailler dans le confort depuis ce matin. Et Ça, c'est vraiment le côté obscur de la force. Ouais, tu oui. participes au réchauffement indirect de la France. Ben oui, tout à fait, mais c'était ça où ma survie intellectuelle, parce que l'été dernier, j'ai perdu un mois et demi pendant un mois et demi, j'ai perdu mon temps, j'ai pas avancé, pas parti en vacances, j'ai rien fait parce que j'avais trop chaud, donc je me suis dit, faut pas recommencer. De temps en temps, entre l'idéal et la réalité, de temps en temps, il faut aussi choisir. Il mettra des panneaux solaires pour compenser. En plus, je compense en faisant pipi sous la douche et en utilisant des pailles en papier. Donc, l'humour n'est Moi jamais aussi, loin. moi L'humour aussi, n'est je fais jamais pipi loin. sous la douche. Je Voilà, kiffe ça. l'humour n'est jamais loin, si vous avez le droit. En tout cas, on remercie beaucoup Antoine-Marie qui nous a apporté tout un tas d'éléments très intéressants et très très nuancés, hein, sur sa discipline scientifique, hein. Je vous engage vraiment à aller découvrir son travail, à aller lire au moins ses publications de vulgarisation. Vous trouverez tout cela, hein. Les liens sont sur son site web, dont je vous redonne le lien une fois de plus dans le chat. En tout cas, c'était un grand plaisir de partager ces 2 heures en votre compagnie. Antoine, tu es le bienvenu. Si un jour tu as envie de venir nous parler de quelque chose ou de faire une petite chronique lors d'un live, j'allais dire que la porte t'est grande ouverte. La porte virtuelle de la chaîne Twitch, en tout Avec cas, t'est plaisir. grande ouverte. Merci Sébastien pour l'invitation, c'était chouette. Désolé, je meurs de chaud et je commence un peu Tout à à fait, tout à fatiguer. fait, tout à fait. Mais Pas de problème, suivez-moi je suis sur là. Instagram, antoine.marie.sci. Je fais de la vulgarisation avec des vidéos un peu face caméra, courtes, de 3 minutes, sur les relations entre les sexes, la montée du masculinisme, le féminisme, le patriarcat, et aussi bien sûr la psychologie politique, les réseaux sociaux, l'extrémisme politique et tout. Je vais continuer à le faire cet été, dans les prochains mois. Et puis mon site, antoine-marie-sci.com, vous avez tout, mes articles scientifiques et ma vulgarisation grand public, c'est-à-dire mes articles pour The Conversation, AOC, etc. Et mes autres interviews, YouTube, Substack, etc. Et vous pouvez me Mhm. suivre aussi sur Substack, où j'écris des blog posts D'accord. depuis quelques mois, dont le dernier qui s'appelle «Faut-il se méfier des hommes qui se disent féministes?» Une Mhm. analyse nuancée. Mhm. Très intéressant, très intéressant. Mais on va te permettre maintenant de te reposer, de faire, de faire front à cette chaleur accablante, parce que je vois que tu commences à ruisseler, mon petit Antoine. En tout cas, merci beaucoup de ta présence. Et maintenant, nous allons raider un collègue. Et je propose, parce que je ne sais pas si tu sais, quand on termine un live, il est d'usage d'envoyer ses viewers et ses viewers sur le live d'un collègue. Et là, je vais vous envoyer chez le copain Hugo Auperchoir. Hugo Auperchoir, qui est un journaliste, formation Sciences Po lui aussi, et qui fait de la vulgarisation de la vie politique de façon à la fois très bienveillante, amusante et bien barrée. Hein, son pseudo, c'est Hugo Auperchoir, et je l'ai surnommé Hugo Auperché. Et je crois que ça lui convient très très bien. Donc, la tricotime, vous lui dites bonjour de la part de Tricotine, il comprendra le message. Merci Antoine, merci à toutes et à tous. Et on se retrouve, quant à nous, après-demain, vendredi, à partir de 20h30. Merci la tricotime. Bonne fin de journée à toutes. À très vite et générique de À fin. bientôt à tous. Et tu sais Merci qu'on dit Sébastien, toutes les ciao. meilleures choses. Oui, mais ici, la fin, c'est la meilleure chose.